Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je recevais François Bégodeau, qui est un auteur que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, et je le recevais pour parler de son livre Comme une mule, qui est paru en fin d'année 2024. Et la direction dans laquelle j'ai voulu orienter la conversation en premier lieu, c'est sur le terrain de la morale, qui est un thème central du bouquin. Quand je parle de morale, je parle de philosophie morale. Mais après ça, vous verrez qu'on a parlé d'autres sujets, d'art notamment, de football même. Mais tous ces sujets sont, il me semble, plutôt bien connectés entre eux, aussi étonnant que ça puisse paraître. Vous me direz en commentaire si vous en avez envie, si ça vous a plu et ce que vous en avez pensé. Et dernière précision, Etche Gladius, de la chaîne Le Bûcher des Vanités, a participé à l'écriture et l'enregistrement de cette interview. Et comme il tient à son anonymat, on ne voit pas son visage dans l'épisode, donc voilà, ne soyez pas surpris si vous regardez l'interview sur YouTube, la photo de Savonarole, c'est son avatar. Donc on n'a pas de panique, et donc sans plus attendre, voici notre conversation avec François Bégodeau. Alors François Bégodeau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation du coup dans Nouveau Paradigme. Une discussion qui va être un petit peu particulière puisque pour une fois je suis épaulé par une autre personne pour mener l'interview qui est donc Gladius, que les gens les plus assidus de la niche politique francophone un peu underground connaissent puisqu'il a commis quelques vidéos. Et il était venu d'ailleurs sur la chaîne pour faire une vidéo sur Julien Rochdy avec moi. Donc en préambule, évidemment ça, François tu le sais puisqu'on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement, mais je n'ai pas encore lu Psychologie, donc l'interview d'aujourd'hui ne portera plutôt sur ton avant-dernier bouquin qui est donc Comme une mule, qui relate ce procès avec donc Ludivine Montigny, qui t'a inspiré ce livre, qui en fait part de ce procès de mon point de vue, mais qui pousse une réflexion sur un sujet qui moi m'intéresse particulièrement, et c'est pour ça que je voulais te recevoir, le sujet de la morale. Et le sujet de la morale et de son influence dans nos réflexes politiques. Et donc voilà, c'est un peu ce qui va être le fil conducteur, en tout cas des premières questions que moi je vais te poser. Je pense qu'après on aura l'occasion d'aller sur d'autres terrains, mais avant ça, comme je le fais quasiment à chaque fois, j'aime bien demander aux personnes que j'interviewe de se présenter elles-mêmes. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter, François Bégodeau, selon ce que tu as envie ou pas de dire? Bégodeau, François, 54 ans, ce qui est à la fois, c'est beaucoup quand même, plus d'un demi-siècle, et écrivain. Moi, voilà, écrivain qui de temps en temps, par chance et par coïncidence et par conjonction des astres, a mis le pied dans d'autres activités, comme par exemple le cinéma, mais quand même le tronc commun de 95% de mes activités, c'est quand même l'écriture. Donc, disons écrivain, ou écrivant, ça me pose pas de problème. Très bien. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, ce qui moi m'a particulièrement questionné et m'a particulièrement amené à réfléchir dans Comme une mule, c'est au-delà de, évidemment, le fait divers, hein, j'ai envie de dire ça de manière peut-être un petit peu grossière, mais au-delà du fait divers, il y a tout un ensemble de choses que tu dis sur la morale qui, moi, m'intéressent parce que j'ai remarqué que dans le commentaire politique, voilà, dans cette niche un peu réduite dans laquelle j'existe sur Internet et dans laquelle d'autres gens existent, j'ai remarqué qu'on a tendance à... D'ailleurs, à droite comme à gauche, à rejeter la morale. On a tendance à dire... par exemple, le terme de gauche morale, c'est quelque chose qui m'intéresse éminemment parce que des gens de gauche la rejettent et des gens de droite la rejettent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en faisant des recherches sur Twitter. On peut voir des gens comme... comment elle s'appelle son nom m'échappe, une chroniqueuse de CNews qui bosse aussi au Figaro. Enfin voilà, une dame plutôt à droite qui... Pardon ? Eugénie Bastier. Oui, Eugénie Bastier, merci, exactement. Voilà, Eugénie Bastier conchit régulièrement la gauche morale, et c'est aussi quelque chose dont beaucoup de gens à gauche, y compris dans la gauche radicale, se défendent. Ils ne sont pas, eux, de la gauche morale parce qu'ils sont efficients, ils ont une approche vraiment pragmatique, matérialiste, comme le mot est souvent lâché. Et c'est quelque chose qui toi aussi, t'a intéressé dans ce bouquin-là. Et la première question que j'avais envie de te poser à ce sujet-là, c'est qu'il y a... Moi, il y a une réflexion qui m'est venue en lisant certains extraits, qui est que ce à quoi tu avais l'air, de mon point de vue, et tu me diras si je me trompe, de t'opposer dans Comme une mule, c'était pas tant la morale en soi qu'une forme de morale réflexive, un réflexe moral, une indignation morale réflexive, qui n'est pas prolongée par une vraie
une vraie réflexion morale. Est-ce que j'ai tort là-dessus? Est-ce que déjà tu as envie de réagir un peu à ça? Non, non, c'est parfaitement bien vu ou lu. Je vais recommencer par Eugénie Bastier, tiens, par exemple, ou par effectivement la sempiternelle critique que font certains gens de droite, et revendiqués comme tels, à la gauche morale. La critique que fait Eugénie Bastier à la gauche morale porte non pas sur le fait que cette gauche puisse avoir un réflexe moral, mais sur le contenu même de ces réflexes moraux. Par exemple, c'est un réflexe moral que de dire qu'on ne peut pas traiter décemment, comme on le traite, les migrants qui meurent en Méditerranée. C'est un réflexe moral. Et Eugénie Bastier a d'autres hiérarchies morales qui font que elle trouve que c'est un peu que cette focalisation sur les tragédies méditerranéennes de certains migrants, cette focalisation est nulle et non avenue. Enfin, elle ne la partage pas. Ses inquiétudes morales à elle vont vers autre chose. Elles vont vers, par exemple, je pense que je trahis pas sa pensée en disant ça, vers la sécurité, la sérénité, le bien-être des autochtones français, qui seraient censément menacés par les mêmes migrants. Et donc en fait, c'est pas la morale qu'elle incrimine dans la gauche morale, c'est le contenu que la gauche morale décide de donner à sa propre morale, à quoi elle oppose un autre contenu moral, d'autres soucis moraux qui sont les siens, et qui sont, par exemple, encore une fois, les soucis de la préservation du peuple indigène dont elle est partie prenante, à savoir les Français, les Européens, peut-être les Blancs, je sais pas comment, peut-être les Blancs catholiques, parce que je pense que Eugénie Bastier est très très profondément marquée par le catholicisme, dans son acception la plus réactionnaire, je crois. Bon, donc voilà. Donc il est évident que la critique qu'elle adresse à la gauche morale n'a rien à voir avec la critique que je pourrais, moi, faire depuis la gauche, et depuis une gauche peut-être plus à gauche, de la gauche morale. Moi, j'ai toujours dit, et je répète beaucoup dans Commune Nue, mais je l'avais dit avant, puis je le redis après, que je crois qu'il n'y a pas d'engagement politique ou de sensibilité politique qui ne soit pas immédiatement ancré dans une espèce de réflexe moral. Encore une fois, comment dire, si je suis de gauche et je vais par exemple mettre en avant le nombre que je juge scandaleux de SDF dans mon pays, bah, c'est parce que je me soucie du sort de ces êtres humains que sont les SDF, qui vivent dans des conditions que j'estime moralement déplorables, que j'estime moralement inhumaines. Ce sont des réflexes moraux. Bon, et donc on ne peut pas se départir de réflexes moraux, quoi qu'en diraient les Nietzschéens les plus fanatiques. D'ailleurs, Nietzsche lui-même reconnaissait qu'il y a de toute façon des réflexes moraux dans l'humanité. Après, la critique de Nietzsche porterait plus sur la généalogie de ces réflexes moraux qui ne sont pas forcément, comment dire, qui sont des composites, qui ne sont pas, comment dire, un réflexe moral est toujours mélangé et hybridé d'autres affects, qui sont peut-être un peu moins reluisants, qui sont peut-être un peu moins vertueux. Il arrive que, de la même façon qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, il est aussi fréquent de voir que la vertu peut être pavée d'intentions moins reluisantes. Bon, et c'est là que l'ironie caustique de Nietzsche va se mettre en place, que je partage totalement et que j'essaie de perpétuer dans certaines de mes analyses. Bon, ça c'est une première chose. Et comme tu l'as dit, j'en viens à ce que tu as très très bien repéré dans ce que j'essaie de développer. La critique que je vais adresser à la gauche morale, ce n'est pas tant d'avoir le réflexe moral de considérer qu'il est tout à fait indigne de traiter les migrants comme on le fait en Méditerranée, ou de traiter de cette façon les SDF, ou de traiter les femmes comme elles sont traitées par un certain nombre de masculinistes, ou un certain nombre de machistes, ou de sexistes, ou de patriarcaux attardés. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de s'en tenir à ça. De considérer que cette stricte indignation morale pourrait faire une politique. Bon, eh bien non. L'indignation morale est sans doute une condition nécessaire de l'énergie politique, qu'on peut appeler engagement, qu'on peut appeler mobilisation, qu'on peut appeler sensibilité, une mise en sensibilité de la politique, quoi. Mais elle n'est pas suffisante. Et si on s'en tient là, je veux dire, c'est comme si on arrêtait le raisonnement là où il devrait commencer, à savoir, c'est quoi le raisonnement qui fait que véritablement on va entrer dans la politique, c'est comment se fait-il qu'il y ait des SDF ?
Première chose, c'est-à-dire expliquer le processus qui fait que un certain nombre des milliers, des centaines de milliers d'êtres humains dans un pays donné dorment dehors et vivent dehors et parfois meurent dehors. Bon, mais évidemment que la première chose, c'est d'avoir un réflexe analytique qui est mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et puis évidemment ce processus analytique va sans doute mener à cibler un certain nombre de causes et peut-être un certain nombre de coupables, en tout cas de gens qui seraient responsables de cette situation, de gens ou d'institutions ou de structures, plus sûrement des structures d'ailleurs quand on est un marxiste. Et là voilà, ça y est, nous commençons à entrer en politique. Et alors évidemment, il est évident que cette analyse a pour but ultime de développer la politique jusqu'à son extension terminale, à savoir l'action. C'est parce que j'ai identifié un certain nombre de causes structurelles à cet état de fait indigne, qui est l'existence de gens qui dorment et parfois meurent dehors, que je peux savoir sur quoi je peux agir. Voilà. Alors évidemment, un marxiste vous parlerait immédiatement des rapports de production, des rapports de classe, des inégalités structurelles qui régentent et ordonnent les sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, il ciblerait un certain mode d'échange qu'on appelle le capitalisme. Voilà, par exemple. Et là, il aurait fait de la politique, véritablement. Mais si on s'en tient à ce que j'appellerais le stade infantile de la politique, ou alors, disons plutôt neutre, de façon neutre, le stade enfantin de la politique, ou le stade primitif de la politique, à savoir, je suis indigné, on fait pas de politique. On fait de la morale en permanence. Et donc ça donne effectivement cette gauche morale à laquelle on va reprocher, en tout cas quand on est de gauche un peu plus radicale, de dénoncer un certain nombre de choses sans jamais faire l'effort d'en élucider les causes. Et même parfois comme disait Bossuet, je crois, qui est souvent cité maintenant, de déplorer les conséquences dont on chérit les causes. C'est-à-dire, oui, la gauche morale va beaucoup déplorer que des gens dorment dehors. En revanche, elle ne va jamais incriminer le système de production qui fout les gens dehors, qui fout les gens à la porte de chez eux. Et c'est là que la gauche morale devient l'accomplice objectif des structures qu'elle dénoncerait si elle ne s'en tenait pas à la stricte impulsion morale de son engagement. Bon, voilà, c'est ça qu'on... Alors après, il y aura un dernier truc, et après je m'arrête, mais c'est que la gauche morale est particulièrement insupportable dans la mesure où, précisément, dans la mesure où elle ne fait que de la morale, elle ne produit que des énoncés moraux et jamais des énoncés analytiques ou jamais des énoncés, je dirais, stratégiques, c'est-à-dire la stratégie consistant à dire que pouvons-nous faire maintenant, que faire, vieille question léniniste. Alors, du coup, elle devient une donneuse de leçons professionnelles. Et c'est ça qui a tendance à l'énerver, à énerver à peu près tous les autres camps qu'elle-même. Ce qui fait que quand il m'est arrivé de faire un livre qui s'appelait Histoire de ta bêtise, qui ciblait particulièrement cette gauche morale, qui ciblait pas que ça d'ailleurs, qui ciblait particulièrement cette gauche morale, effectivement, très très vite, on se fait beaucoup d'amis, y compris dans un camp adverse. Puisque, effectivement, les droitards en ont marre de se faire sermonner par la gauche morale, qui, par ailleurs, pendant longtemps, moi je pense que c'est plus le cas maintenant, occupait un peu l'espace médiatique. Occupait l'espace médiatico-politique. En gros, c'était le centre-gauche, centre-droit, c'était l'espèce d'humanisme bontain qui dominait, disons, la place publique dans les années 1980, 1990, 2000. Ça, c'est fini. Maintenant, ce qui domine l'espace politico-médiatique, c'est le libéralisme autoritaire à tendance fasciste. Mais voilà, je pense que ça a suscité une espèce d'énervement permanent, de se voir en permanence s'administrer des leçons de la part de gens qui, par ailleurs, n'étaient pas forcément les plus reluisants eux-mêmes. Parce que quand on fait comme profession, quand on fait métier de mettre la morale au centre de son discours et d'être exclusivement un pourvoyeur de leçons morales, il faut être absolument irréprochable soi-même. Donc évidemment, ça énerve un peu tout le monde de voir des comédiens, vieux compagnons de route du Parti Socialiste venir nous faire la leçon sur les horribles fascistes que sont les électeurs du Front National ou les horribles antisémites que seraient désormais les sympathisants des Insoumis, par exemple. Tout ça, c'est toujours les mêmes procès moraux. Donc évidemment que ça finit par énerver. Mais ce dernier aspect que je mets en avant est très superficiel. Ce qui compte, c'est ce que je disais au cœur de mon propos. Ok. Oui, effectivement. Et donc, je vois ce dont tu parles, qui en plus, postérieurement, donc à Histoire de ta bêtise, a donné lieu à notre joie. Voilà. Je vois que tu as bien suivi les épisodes précédents. Oui, en tout cas, j'ai pas tout lu de toi, mais ceux-là, je les ai lus. Alors, c'est bien, parce que du coup, t'as été... alors, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied sur certaines choses, mais t'as été aussi là où je voulais qu'on aille, donc c'est intéressant, parce que tu opposais, là, dans ce que tu as expliqué, une logique morale et une logique analytique. Et ça, je trouve ça intéressant.
parce que, et d'ailleurs c'est quelque chose aussi, j'ai quelques extraits, très citation, je sais que c'est chiant pour beaucoup, mais j'ai quelques extraits sur lesquels je me suis appuyé, donc de Comme une mule, sur lesquels j'aimerais revenir pour éclairer notre conversation. Et je voulais en lire un tout de suite qui va un peu dans le même sens que ce que tu viens de dire, dans Comme une mule. Alors je sais plus à quel chapitre c'est, mais tu dis cette phrase qui est: l'excuse relève du registre moral, et la morale se fout des faits. La morale n'éclaire pas les faits, elle les solde. L'objectif du sujet moral n'est pas la vérité, mais la préservation, celle du sujet fautif, etc. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je suis pas sûr d'être d'accord. Et j'aimerais bien qu'on discute de ça, en ce sens que, comment dire, il y a, à mon sens, quelque chose qui n'est pas nécessairement opposable entre logique morale et logique analytique. C'est-à-dire qu'on peut être dans une logique analytique qui s'appuie sur de la philosophie morale. Et c'est là où moi je ne serais pas d'accord avec toi quand tu dis que la morale se fout des faits. La morale, pour certains, dans le champ de la philosophie morale, c'est une affaire de faits. C'est-à-dire que... Alors après, c'est évidemment tout à fait débattable ce que je dis là, mais en philosophie morale, il y a des oppositions, il y a des courants, comme dans tous les domaines de la philosophie et dans tous les domaines d'ailleurs de la vie. Et parmi ces oppositions, il y a, et j'ai essayé de pas faire trop chiant pour les gens qui sont pas philo, mais parmi ces oppositions, il y a une opposition entre les réalistes et les antiréalistes. Et les réalistes en morale estiment, au contraire des antiréalistes ou de ce qu'on pourrait appeler les relativistes, qu'il y a bien des faits moraux, et qu'il ne faut pas faire une distinction aussi rigide qu'on a tendance à le faire entre faits et valeurs. Tu vois, donc valeur morale et fait, tu vois, par exemple, je sais pas moi, mon bureau est en bois. Voilà, ça c'est un fait. Et ben, pour un réaliste moral, il va dire, en fait, de la même manière que mon bureau est en bois est un fait, c'est un fait que, je sais pas moi, agresser quelqu'un dans la rue parce que on prend plaisir à faire du mal aux autres, c'est une mauvaise chose. C'est pourtant une valeur, ce que je viens d'énoncer. C'est une valeur morale, et pour beaucoup de gens qui sont antiréalistes, on peut pas dire que c'est objectivement vrai que faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose de défendable. Mmh. Et c'est là-dessus que j'aimerais avoir ton ressenti un peu, parce que moi, je trouve ça intéressant. Je pense que, tu vois, il y a une opposition dans Comme une mule qui est faite entre morale et politique, entre morale et fait, et quelque part ça présuppose une forme d'antiréalisme, et j'aimerais bien un peu savoir voilà, ce que tu penses de tout ça. Oui, non, mais dans la continuité de ce que tu m'as fait dire juste avant, je n'oppose pas morale et politique, je n'oppose pas le registre moral et le registre analytique, je dis qu'il y a un temps pour tout. Je dis même que l'impulsion analytique, elle suit normalement une première impulsion morale, un premier constat moral. J'ai pris comme exemple la sensibilité qu'on pourrait avoir, qui est une sensibilité morale, au sort des SDF. Et après, se déclenche sur l'impulsion morale une espèce de travail analytique. Pas psychanalytique, mais analytique, quoi. Donc non, il n'y a pas d'opposition. Par contre, il y a ces deux ordres qui sont successifs, en quelque sorte. L'un, alors, ils sont évidemment très imbriqués. Très très intriqué. Là, je fais se succéder des choses méthodiquement, des choses qui sont en fait très très intriquées dans le réel de notre vécu. Donc non, il y a pas d'opposition. Si tu veux, ce que je mets en avant encore une fois, c'est les gens qui s'en tiennent au strict registre moral, sans le faire prolonger de ce qui me paraît un moment nécessaire de la montée en gamme politique ou de la montée en puissance politique du raisonnement, à savoir l'analyse des causes qui ont mené, par exemple, au SDF à être dehors. Donc il n'y a pas d'opposition, vraiment pas, quoi. Okay. En revanche, je pense on gagne à les distinguer au moins intellectuellement, parce que parfois c'est tellement intriqué que voilà, il y a un temps pour tout en quelque sorte, quoi. Bon, ça c'est la première chose. Après sur ce que tu dirais, moi je rentrerai pas avec toi forcément dans ces débats effectivement très philosophiques. Sur réalisme, anti-réalisme, c'est-à-dire que je connais un peu, hein, mais c'est pas exactement comme ça que je fonctionne. Mais si je reprends ton exemple, il est évident que cette table est en bois, elle est en bois. Je commence comme une mule par ça t'aura pas échappé. Je commence vraiment par qu'est-ce que c'est qu'un fait et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un fait. Un fait, il peut pas grand-chose, mais il peut un peu. Voilà, c'est ça que j'essaie de le resituer. D'ailleurs, je dis à un moment dans une formule à peu près qui est le fait, cette espèce de zone un peu improbable entre rien et la vérité. Parce qu'un fait n'est pas exactement une vérité. Un fait est factuel. Un fait est factuel, il porte son propre fait, quoi. Bon. Et la table est en bois, ça c'est factuel. À moins de considérer que le monde est illusion et qu'en fait cette table n'existe pas. Ce qui serait le doute hyperbolique d'un Descartes ou d'autres philosophes comme ça, ultra sceptiques. Enfin, en tout cas, qui passent par cette phase de scepticisme. Mais je dis assez vite, dans les premières pages de Comme une mule, finalement ça revient au même. Je veux dire,
hein, que le monde, que cette table soit une illusion absolue, dans la mesure où c'est une illusion qui est partagée par à peu près tous les humains, et que nous nous entendons tous pour dire, bah, il y a une table et puis elle est en bois, bon, bah là, bon, bah, c'est ça qu'on va appeler un fait. En fait, c'est une espèce de convention unanime, bah, c'est un fait. Après, de considérer que agresser quelqu'un dans la rue et lui faire du mal, par exemple, de façon absurde et sans aucune cause, c'est mal. Là, nous rentrons pour moi dans un autre registre, désolé, et qui est le registre des conventions morales. Et là, des conventions morales qui sont, comme on sait bien depuis Montaigne, et bien avant Montaigne, ou comme on sait bien avec Pascal sur la fameuse parabole des Pyrénées, vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà, enfin, c'est pas exactement la citation, mais c'est un peu comme ça que c'est dit, et ben, qu'il y a des choses qui sont jugées scandaleuses dans certaines cultures ou dans certaines organisations sociales, Mhm. ou dans certaines unités anthropologiques, je sais pas comment le dire, et qui seront totalement admises dans d'autres, sous d'autres cieux, ça on le sait bien, sous d'autres contrées. Et donc, moi je pourrais dire, par exemple, que quelqu'un qui agresse quelqu'un, pour prendre vraiment ce truc qui paraît presque unanimement répréhensible, quelqu'un Mhm. agresse sans raison quelqu'un dans la rue et lui fait du mal. Et vraiment le met à mal, le défigure, on va dire des choses comme ça, quoi. Oui, bah évidemment, il y aurait une espèce de bon sens universel qui consisterait à dire, bah, c'est vraiment pas bien. Mais il est tout à fait possible, quand même, pour certains humains. C'est quelque chose qui est au travail dans certaines pages de littérature bien connues, par exemple dans Crime et Châtiment, que ce pourrait être aussi une démonstration de force qui, esthétiquement, euh, a sa grandeur. Parce que Mhm. précisément, cette personne s'est placée aristocratiquement au-dessus de la morale commune. Mhm. Et que là, nous avons affaire à un seigneur. Parce qu'il n'a pas peur, lui. Il n'a pas peur de... Parce que je veux dire, dans l'instinct moral, il y a toujours aussi... Qu'est-ce que ça veut dire quand je réprouve quelqu'un qui vient d'agresser quelqu'un d'autre absurdement dans la rue, en abusant de sa propre force? Mettons que ce soit quelqu'un de très fort qui défigure quelqu'un de très faible physiquement. Mhm. Bon, mon réflexe moral, c'est de dire, bah, c'est vraiment pas bien, c'est pas bien. Mais mon réflexe moral, il est, et là c'est très Nietzschéen ce que je vais dire, il est aussi matiné d'une certaine peur. Je ne voudrais pas que ça m'arrive. Mhm. C'est ça qui fera dire à Nietzsche par extrapolation que la morale est toujours un peu quand même le cri du cœur des faibles. Mhm. Hein, je ne dis pas que j'adhère à tout ça, mais il faut quand même resituer. Je repasse par ça pour dire que on est quand même rentré dans le domaine du discutable là. On est quand même rentré dans le domaine où tout est délibérable. Après, une communauté donnée, c'est peut-être ça la politique d'ailleurs, peut Mhm. s'entendre sur un certain nombre de valeurs, lesquelles valeurs vont ordonner, disons, l'écriture de lois, lesquelles lois seront respectées ou non, mais en tout cas devront être respectées a priori par les citoyens de cette unité territoriale donnée, qui, par délibération, aura décidé que c'est quand même pas bien de taper sur quelqu'un qui est plus faible. Et a fortiori sans aucune raison. C'est déjà pas bien avec une raison, mais c'est pas bien, c'est encore moins bien sans aucune raison. Donc non, moi je ne mettrais pas le même caractère de factualité incontournable aux faits moraux dont tu parlais. Mhm. Tu veux réagir, Gladius, ou pas? Parce que sinon, moi, j'ai évidemment envie de réagir. Mais Oui. comme t'as pas trop parlé encore, je te laisse. Ouais, si. Euh, mais du coup, moi je me demande, pour en revenir à la distinction entre le fait d'aborder la chose de manière morale, juste d'être indigné, et par rapport à la personne qui là, sur cette base d'indignation, serait capable d'analyser au-delà de ça, j'ai envie de demander comment on sort par le haut de cette situation. Parce qu'en vérité, c'est quand même beaucoup plus simple, en général, de juste s'arrêter à l'indignation. Donc comment on fait pour que cette façon de voir les choses, qui passe plus par de l'analytique en plus du reste, prenne le pas sur le reste? Je peux citer juste un exemple assez tarte à la crème un peu, mais le cliché du complotiste qui va beaucoup s'indigner derrière son clavier, qui va écrire ses petits messages ordurieux, etc. Rapidement. À la fin, il sort pas de son canapé, par exemple. Et il va pas chercher non plus à aller beaucoup plus loin qu'avec des explications très simplistes. Donc comment on peut comme ça sortir par le haut de cette situation? Et alors, c'est très bien que tu mettes le débat ou la discussion sur ce point-là, parce que ça me permet de dire ce que je voulais d'abord dire à notre camarade, euh, avant de me perdre dans des extrapolations. Parce que le cœur de ce que j'aurais eu à répondre à ce que tu disais, Noé, sur faits moraux, etc., c'est que ce que j'essaie d'analyser dans ces pages-là de Comme une mule, c'est un trait de caractère, un trait de personnalité, je dirais un trait psychologique, puisque en général je me considère comme un psychologue avant toute chose, à ma manière à moi, mais bon, voilà, peut-être au sens nietzschéen aussi du terme. Ce sont des gens qui, comment dire, prennent plaisir à s'enrouler dans l'indignation. Mhm. Voilà. Et ce sont ceux-là, c'est pas le réflexe moral en soi
qui interdit qu'on considère les faits. Puisque, comme tu l'as très très bien dit, il y a beaucoup de réflexes moraux qui s'appuient sur des faits. Mais je crois avoir identifié un trait de personnalité auquel j'ai eu beaucoup à faire pendant l'affaire comme une mule, mais auquel j'ai eu affaire pendant toute ma vie. Et parce que je pense que le monde en est truffé de gens qui tombent amoureux de leur propre indignation. Et en tombent tellement amoureux qu'ils s'y lovent, qu'ils s'y vautrent et qu'ils ne veulent surtout pas passer au stade analytique. Et qui sont tellement pressés de s'indigner qu'ils se jettent sur n'importe quel fait dont ils entrevoient que peut-être ce pourrait être un fait indigne, et avant même plus ample examen, décident de s'en indigner. C'est exactement ce que je raconte sur ce qui m'est arrivé, moi, à travers mon petit exemple, dans l'affaire qui a débouché sur un procès. C'est-à-dire que une phrase, une blague, donc, puisque c'était parti de là, que j'ai posté sur un forum, qui a été ébruité, qui a connu comme ça une publicité qu'elle ne réclamait pas, notamment par l'initiative de celle qui était l'objet de cette blague. Eh bien, cette blague a fini par tourner, tout de suite comment dire, enrobée d'un halo d'indignation qui était celui de la première concernée. Regardez ce qu'a dit ce malotru, regardez ce qu'il a dit, et immédiatement, une fois que cette phrase était jetée sur les réseaux sociaux, beaucoup s'empressaient de s'en indigner, de redoubler l'indignation de la première concernée, de se perdre en insultes quand même de très haute intensité, comme c'est abject, c'est immonde. Je cite quelques tweets qui ont été produits dans cette séquence-là. Il y en a eu beaucoup, j'en cite quelques-uns. Et je voyais bien que ceux-là n'avaient pas pris le temps d'abord de se poser les questions factuelles de base. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Dans quel contexte a-t-elle été produite? Parce que quand même, pour bien comprendre une phrase, c'est toujours quand même pas mal de la contextualiser, je crois. Qui l'a dite vraiment et dans quel esprit? Sur quel support? Parce qu'en général, voilà. Donc là, je voyais bien que se mettaient en œuvre les moralocentriques, ce que j'appelle les moralocentriques, ou je dirais les fous de la morale, qui sont tellement fous de leur morale que surtout, ils se gardent bien d'aller regarder d'un peu plus près les faits, ils vont s'en tenir à ce qui, dans les faits, leur permet de s'indigner. Et en occultant bien soigneusement les aspects du même fait qui, sans doute, les contraindraient à rogner un peu sur l'indignation. Par exemple, dans le cas de ma phrase, si on prenait 2 minutes de sa vie pour aller considérer 1, le contexte, 2, l'esprit dans lequel je l'avais fait, 3, quel genre de personne je suis, notamment par rapport aux questions de sexisme, etc., il y avait déjà un peu moins matière à s'indigner. Et c'est bien parce que ces gens entrevoyaient bien qu'ils auraient moins matière à s'indigner s'ils considéraient les faits, qu'ils se sont bien gardés de les considérer, à commencer par la première intéressée. Donc c'est précisément ça que je décris. Je dirais appelons ça les fanatiques de la morale, ceux qui, ont goûté et ne se remettront jamais d'avoir goûté au plaisir de juger autrui. Et c'est là que j'ai aussi quelques pages sur la fameuse passion de juger. Voilà. Il y a des gens qui s'empressent toujours de juger. Alors je dis bien que nous sommes tous des jugeurs, il n'y a aucun problème. Mais disons que nous sommes des jugeurs plus ou moins complexés. Moi je suis un jugeur, je juge beaucoup, mais je crois qu'il m'arrive quand même d'essayer de pondérer un peu mon jugement, en tout cas de ne pas forcément m'enrouler immédiatement dans ma passion de juger. J'essaie de lui donner quelques garde-fous, quelques forces contradictoires. Il y en a d'autres, alors là vraiment, au contraire, ils aiment s'enrouler, se vautrer dans la passion de juger, et donc sautent sur le moindre petit truc qui leur passe sous le nez et qui serait potentiellement jugeable. C'était le cas de ma phrase, mais c'est le cas de plein d'autres choses. Voilà, c'est ça que je décris précisément à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus situé, si tu veux, et circonstancié que, disons, des généralités sur la morale en général, quoi, tu vois. Bien sûr. Alors oui, mais ça me fait penser, est-ce qu'on ne serait pas aussi en train de mettre dans le même panier plusieurs réactions et qui ont leurs raisons propres aussi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre que dans ce cas de figure précis, selon aussi ce qu'on a traversé dans notre vie, on ne va pas être facilement en train d'aborder la chose de manière analytique, etc. Et ça, je pense qu'il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vont, comme tu dis, se lever dans le fait de s'indigner, qui vont le faire pour le plaisir que ça leur procure. Mais il y a aussi dans le lot, je pense, beaucoup de personnes
de bonne volonté qui ont juste eu un ras-le-bol à un moment donné, et du fait de simplement de leur expérience de vie vis-à-vis de toutes ces situations qu'ils ont pu rencontrer. Donc comment on peut faire aussi ce distinguo, parce que je pense que c'est pas dramatique dans certains cas si certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps avant de passer à la chose analytique aussi. Non, mais bien sûr, moi je suis le premier, d'ailleurs je le dis dans Comme une mule, qui est un livre, je crois, à la fois radical et modéré. Enfin, je veux dire, je veux bien considérer un certain nombre de points de vue avec calme, y compris des points de vue qui m'ont malmené. Euh, je comprends, par exemple, qu'une blague sexiste triviale puisse véritablement choquer quelqu'un qui aurait subi le sexisme dans sa vie. Et en fait, les créatures, en général des femmes qui ont subi des sexismes dans leur vie, sont très nombreuses, puisque nous vivons globalement dans des sociétés sexistes. Et qu'il y a énormément de gens qui sont sujets à des attitudes sexistes. Donc je comprends très bien. C'est ce que je dis dans Comme une mule. Le premier réflexe d'indignation, le premier réflexe de choc, ou de sidération morale devant une blague sexiste triviale, puisqu'il s'agissait de ça en l'occurrence, ou devant tel ou tel autre fait, me paraît non seulement compréhensible, mais plutôt finalement de bonne guerre ou de bonne aloi. Finalement, c'est assez sain que des gens s'offusquent de ce genre de blague, d'une certaine manière. Autre chose est de considérer leur attitude à long terme. À long terme. Si tu es en train de me dire que ces gens qui seraient tellement, disons, concernés viscéralement par le sujet dont il est question, par exemple le sexisme, et concernés viscéralement, on sait bien ce que ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire que j'ai été une femme battue, ou que je le suis encore. Ça peut vouloir dire que j'ai été agressée sexuellement. Ça peut vouloir dire des choses extrêmement viscérales, extrêmement épidermiques, et dont on sait très bien le potentiel traumatique durable. Donc je vois très très bien de quoi il s'agit. Mais je comprends donc qu'on puisse être choqué. De constater que les mêmes choqués n'arrivent pas à passer à la phase 2, à savoir, refroidissons un peu la chose, ce que j'appelle refroidir. Refroidir le chaud. Le chaud, il est légitime, il n'y a pas de problème, il est compréhensible. Et on passe à la phase 2, il faut un peu refroidir les choses. C'est ce que je dis, on passe à la case politique à partir du moment où on refroidit quelque chose. Je le dis aussi sur l'art. Je dis que l'art, c'est fondamentalement de l'émotion refroidie. Bon. Il n'y a pas d'art sans émotion. Il n'y a pas d'art si on reste sur le chaud de l'émotion. Bon. Et pour moi, c'est un peu la même chose. En tout cas, il y a une analogie entre les deux. La politique, c'est pareil. Il y a quand même un moment, il faut refroidir la chose. Il faut passer, outrepasser, sans totalement l'occulter, sans totalement l'oublier, la phase de réflexe viscéral, de rejet absolu de telle ou telle attitude, ou de telle phrase, ou de tel ou tel fait. Sinon, il n'y a pas de politique. Et donc la question qui se poserait à nous, si on est un peu concerné par la politique, ou par notre capacité politique à changer les choses, ce qui devient intéressant, c'est de considérer que si, parmi les troupes d'activistes politiques à disposition, il y a une grande majorité d'entre eux qui sont des traumatisés et qui réagissent essentiellement sur le mode du trauma, donc sur le mode de l'indignation morale qui n'aura pas de suite, eh bien nous n'irons pas loin. Eh bien nous n'irons pas loin. Et je dirais même que, si quand on s'en tient à, des gens d'extrême droite, des gens de droite, des bons bourgeois conservateurs, sont tout à fait indignés par le fait qu'un homme viole une femme. Donc si on s'en tient à la stricte indignation devant cette violence superlative qui s'appelle le viol, jusqu'ici, on ne s'est pas vraiment manifesté comme un citoyen de gauche. Pas vraiment. Jusqu'ici, on est dans une espèce de marais moral, encore une fois tout à fait légitime, tout à fait compréhensible. Moi aussi, je suis indigné par le viol, faut-il que je le précise. Mais jusqu'ici, on se retrouve à coquiner. Si on faisait une espèce de grande famille des indignés par le viol, on trouverait dans cette grande famille des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, des gens du centre, Brigitte Macron, tout un tas de gens comme ça qui a priori ne sont pas nos amis politiques. Donc il y a absolument nécessité. Autant je peux comprendre qu'on ait un réflexe épidermique, que deux,
on ait du mal à dépasser ce réflexe épidermique, mais il faut bien qu'on soit conscients tous ensemble que si on ne dépasse pas ce réflexe épidermique, nous n'irons pas loin. En tout cas, politiquement, nous n'aurons rien produit. Et donc, quand je vois la gauche, et notamment radicale, être de plus en plus, je dirais, peuplée de gens dont visiblement l'impulsion première pour avoir rejoint les troupes de gauche est un trauma, je m'inquiète beaucoup sur notre capacité politique. Je pense, pour finir sur ça, je m'arrêterai là sur ce sujet, mais qu'il y a aussi une difficulté avec le fait que la personne qui prononce la phrase ou qui fait l'acte qui est reproché, si c'est cette personne qui demande à ce qu'on passe à l'étape analytique, ça peut être aussi perçu comme une manière pour cette personne d'esquiver un peu, on va dire, la shitstorm qui va avec aussi. Ce qui peut se comprendre aussi de manière purement humaine, c'est-à-dire que la personne va vouloir se défendre, etc., et ça peut se comprendre. Mais du coup, ça crée d'autres problèmes qui, pour moi, sont pas non plus à mettre sous le tapis, quoi. Ça peut se comprendre qu'on se dise, cette personne, en fait, appelle à l'analytique aussi pour éviter qu'on en fasse des caisses dessus, quoi. Et Oui, non, il m'a pas échappé que beaucoup de gens ont eu cette réaction à partir du moment où je professais, d'une certaine manière, la montée en puissance analytique. Et je voyais bien que de toute façon, j'étais le moins bien placé pour professer ça, étant dans la position du coupable à ce moment-là. Et donc, toujours suspect, à ce titre, de vouloir, comme tu viens de le dire, noyer le poisson, passer à autre chose, effacer un peu sa faute, si faute il y a, admettons que. Si on appelle ça une faute, alors bon, on va appeler beaucoup de choses fautes, mais admettons que c'était une faute. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai catégoriquement et intégralement fermé ma gueule pendant 4 ans. Étant tout à fait conscient de ce que tu viens de dire, tu ne trouveras pas une trace publique de réaction de ma part en mai 2020 quand je me prends la première shitstorm. Et puis il y en a eu quelques autres par la suite. Je n'ai jamais réagi, sachant bien que de toute façon, ma parole ne serait pas audible. Et je me suis toujours dit dans ces séquences-là, il faut avoir quand même une certaine capacité au calme quand même. Mais je pense que je l'ai. Aussi parce que je pense qu'il y avait, comme je l'ai dit dans Comme une mule, tout ça m'amusait un peu quand même aussi. Et tout ça devait un peu m'exciter. Donc c'était finalement pas si compliqué pour moi de me taire. Parce que j'en pensais pas moins. J'en pensais pas moins. Et je me disais quand même, dès ce moment-là, la seule façon, non pas de répondre, mais d'apporter mon son de cloche à moi, qui était peut-être le son d'une cloche, c'était un livre. Parce que le livre est calme. Et qu'on avait vraiment besoin de calme. Et donc j'ai fait ce livre. Certains ont refusé de le lire. Beaucoup de gens ont refusé de le lire, attribuant à ce livre tous les vices qu'il n'avait pas, à savoir que c'était une justification, que c'était ceci, c'était cela. Non, et je me disais bien que seul l'écrit avait cette espèce de froideur qui permettait qu'on dise un peu... et surtout se sortir effectivement de cette nasse dans laquelle t'es immédiatement enfermé, à savoir quoi que tu dises, de toute façon c'est foutu. Mais je crois quand même qu'il faut aussi rappeler un réflexe de gauche de base. Moi, je ne me considère pas comme une victime dans cette affaire, pas du tout, aucunement. Mais je pourrais dire que j'ai été victime de quelque chose, victime de tempête de merde, qui était quand même, qu'on pourra trouver pour une part justifiée si on veut, mais qui était pour une part très largement excessive et disproportionnée. Et donc, il appartient quand même à la grande tradition de la gauche de donner à celui qui subit quelque chose la possibilité de se défendre ou de faire valoir un certain nombre de faits. Je ne sais pas si nous, à gauche, en général, si une femme est interpellée dans un grand magasin, elle vient de voler des sous-vêtements, elle est interpellée par le vigile, lequel appelle les flics l'emmènent au commissariat. Nous, gens de gauche, nous faisons partie des gens qui disons, et c'est ça qui nous constitue comme des gens de gauche, oui, enfin quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu considérer la situation sociale de cette femme? Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu regarder les faits de près? Pas s'en tenir simplement, disons, à la superficialité morale de la chose. Elle a volé, ça n'est pas bien de voler. Dans nos conventions sociales, il est entendu qu'il n'est pas bien de voler, et depuis très très longtemps, et dans beaucoup de civilisations. Ah oui, mais sauf que nous, gens de gauche, nous arrivons sur la scène publique et nous avons dit, mais il y a des conditions sociales quand même. Alors peut-être, je sais pas, regardons un peu de près, prenons le temps donnons-lui un avocat par exemple.
Ça, c'est aussi une revendication de gauche. Et alors, on va regarder l'ensemble des faits, on va déplier les faits. Ah tiens, on s'aperçoit qu'en fait, cette femme est dehors. Elle est dehors avec 2 enfants. Je caricature à souhait le tableau misérabiliste. Et dans ce cas-là, son vol prend une autre tournure. On le regarde sous un autre angle. On jette sur le vol une autre lumière qui fera que nous, on appellera plutôt à l'indulgence. Nous, gens de gauche, je dis bien. Bon, là, je pense que, par exemple, de rappeler une chose dont j'étais pratiquement le seul à avoir connaissance, avec 2 ou 3 autres témoins de ce qui s'était passé sur ce forum, que la discussion qui allait mener à la blague malencontreuse commençait par moi recommandant le travail de Ludivine Bantini. Bon, je trouvais que ça n'était pas complètement une auto-plaidoirie malvenue. Elle n'était pas complètement inappropriée. Alors bien sûr, j'ai bien vu qu'elle était totalement inaudible de la part des moralocentriques qui, de toute façon, avaient décidé de se payer ma gueule. De se payer ma gueule moralement. Pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, pas toujours reluisantes, à mon avis. C'était peut-être un peu l'occasion pour eux de se payer ma gueule, tout ça. Bon, mais voilà. Donc à partir du moment où quelqu'un se retrouve pris dans une situation... Si on prive cette personne-là qui est partie prenante de au moins défendre un peu sa pomme, je veux dire, dans quoi est-ce qu'on est là Mais je vois bien, je le dis pour sortir un petit peu de mon cas, c'est quelque chose que je constate souvent dans la chronique judiciaire ou dans la médiatisation des procès, ou dans la façon de traiter les faits divers, ou dans la façon dont les faits divers sont traités par exemple au cinéma. Je vois bien qu'en général, ce qui moi me paraît toujours le plus intéressant, à savoir le coupable, le fautif, appelons-le comme ça, est souvent très très malmené analytiquement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps vraiment de voir de qui il s'agit, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il avait dans la peau pour faire ça. Non, parce qu'en fait, comme dirait un peu Manuel Valls, expliquer c'est un peu excuser, quoi. Et donc, quand on veut absolument garder notre capacité de nous indigner de ce monstre, il faut surtout pas qu'on rentre dans l'explication. Parce que là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Peut-être que les torts et les raisons vont être un peu plus... équitablement distribué. Enfin, on va rentrer dans une zone de complexité que la morale des indignés n'aime pas. Hein, les indignés ont quand même besoin de schémas un peu simples. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a dans une situation donnée quelqu'un qui a vraiment été un malotru absolu et une victime absolue qui vraiment ne s'en remettra pas pendant 30 ans d'avoir essuyé une blague pareille. Et s'est empressé d'aller prendre une douche pour se... nettoyer de la souillure dont l'aspergeait cette blague, a-t-elle dit au procès. Bon, très bien. Des traits coupables et des traits victimes. Et pendant ce temps, on ne pense pas. Parce que la pensée, précisément, consiste non pas à totalement renvoyer dos à dos les uns et les autres dans une espèce de relativisme malvenu. Comment dire, dans le procès Mazan, il serait tout à fait malvenu de renvoyer dos à dos Gisèle Pellicot et Dominique Pellicot. Nous sommes bien d'accord. Il y a une victime, il y a un coupable. Bon. Mais évidemment, ce qui est intéressant pour la pensée, c'est de voir, mais qui est ce Dominique Pellicot ? Comment en est-il arrivé à dire ça ? À faire ça ? À faire cette espèce de truc, une espèce de sommet d'horreur. Enfin, on peut difficilement envisager pire. Bon, je vois bien que souvent, ça n'intéresse pas les moralocentriques. Parce que, encore une fois, ils ne veulent pas se priver de leur doudou. Et leur doudou, c'est « moi, j'ai besoin d'un très, très, très méchant ». Et Dominique Pellicot, effectivement, je dois dire, était un très très bon casting dans ce rôle-là. Ça, c'est vrai que globalement, comme méchant superlatif, on pouvait difficilement envisager mieux. Ou pire. Ok. Bon, il y a eu... C'était très riche. Je suis un peu frustré parce que j'aurais voulu réagir à des choses qu'on a dites il y a 15 minutes, je pense. Mais on peut pas faire ça. Enfin, on verra si j'arrive à louvoyer ou pas. Avant peut-être d'aller un peu plus sur le terrain... de l'art, et en fait on est déjà un petit peu évoqué, mais j'avais une dernière question à te poser sur la question justement morale que tu traites dans Comme une mule, qui est que, alors tu me diras peut-être que je vois des oppositions là où tu n'en mets pas, encore une fois, mais il me semble qu'une opposition que tu fais, et là je ne pense ne pas me tromper, c'est une opposition entre la morale sociale et la morale vitaliste. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, sachant que, on l'a déjà un peu évoqué, mais je pense détecter une approche nietzschéiste ou nietzschéenne plutôt derrière ça. Encore une fois, je vais un tout petit peu te reprendre, enfin en tout cas nuancer ou bémoliser le libellé de ta question. Je ne les oppose pas. Je fais valoir ces deux plans. Et je pense que peuvent cohabiter, et d'ailleurs cohabitent, par exemple en moi, ces deux plans. Moi, je réfléchis souvent socialement.
Et puis parfois, je réfléchis vitalement, parfois aussi je réagis socialement ou je réagis vitalement, euh, en fonction d'une morale que j'appelle vitaliste ou en fonction d'une morale que j'appellerais sociale. Hmm. Et nous ne cessons, enfin moi je veux dire, j'alterne souvent entre les deux. Ce que j'essaie de tenir, si tu veux, dans le livre, c'est le- la possibilité de maintenir le réflexe d'une morale vitaliste. Que tout simplement la morale sociale ne prenne pas toute la place. Parce que la Hmm. morale sociale, sa question, qui est une question légitime, qui est une question passionnante, et qu'une question que je me pose, c'est comment dire, distribuer les bons points et les mauvais points moraux en sorte que le corps social euh, perdure dans une certaine sérénité, dans une certaine harmonie. Voilà, la morale sociale, à ce titre-là, est toujours un peu conservatrice. C'est-à-dire, il y a un corps social et nous essayons de faire en sorte qu'il tienne. Qu'il tienne. Ce qui est une passion conservatrice. Mais c'est une passion qui a sa dignité, parce qu'il y a dans l'ordre social qui est le nôtre des choses que nous voudrions tous préserver. Tout simplement, par exemple, le fait que tout le monde ne se tape pas dessus. Bon. Alors, le critère de la morale sociale, c'est qu'est-ce qui est bon pour la société et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la société. Alors, évidemment, là, il y aura débat, hein, parce qu'il y a des morales sociales. Hmm. Il y a des morales sociales qui s'opposent. Je veux dire, des gens considéreront que le nucléaire est bon pour la société. Parce qu'il assure sa prospérité, laquelle prospérité pourrait quand même ruisseler sur l'ensemble de la population, éventuellement, parce qu'il est moins polluant que d'autres énergies, en tout cas pas polluant de la même façon, etc. On pourrait considérer. D'autres vont considérer qu'au contraire, le danger que fait peser sur le corps social ou sur la société, la communauté humaine, ou une communauté sociale donnée, le nucléaire, fait que nous devons être contre le nucléaire. Ce sont des morales sociales qui s'opposent, quoi. Hmm. Et c'est bon, ben voilà, c'est peut-être ça qui fait l'objet de la politique, en quelque sorte. Mhm. Moi, je me méfie beaucoup du fait que souvent, quand même, la morale sociale est une morale d'ordre, quoi. Elle est essentiellement euh, requise par la question comment préserver l'ordre existant. Bon. Hmm. Et donc, en fait, on retrouverait des vieux réflexes de la vieille morale, en quelque sorte, quoi. Eh ben, je veux dire, on va apprendre la politesse aux enfants, on va apprendre les bonnes manières aux enfants, et à aucun moment on va instiller dans le cerveau des enfants l'idée que peut-être ils pourraient critiquer les règles existantes. Non, au contraire, on va faire en sorte qu'ils perpétuent les règles. Donc la morale sociale, oui, encore une fois, est une passion d'ordre assez souvent quand même. Bon, sauf si on lui oppose une morale plus subversive au nom d'une autre société qu'on trouverait plus juste, plus accueillante, plus hospitalière et peut-être où ils fassent mieux vivre. La morale vitaliste, elle a une autre question. Et ce sont, encore une fois, c'est une question qui est complémentaire avec l'autre. Moi, j'alterne souvent, mais j'essaie de maintenir les deux angles de vue. Et je trouve tout à fait déplorable qu'on se prive totalement de l'angle vitaliste. Et l'angle vitaliste, j'en ai donné un exemple tout à l'heure à travers la personne qui agresse. Hmm. Ça serait un peu l'élément subversif et presque sulfureux de la morale vitaliste. C'est, oui, c'est vraiment pas bien qu'un fort tape un faible. C'est vraiment pas bien. Moi, j'aurais ce réflexe-là si je voyais cette scène dans la rue, parce que moi, je globalement quelqu'un qui est des règles morales relativement conformistes, fondamentalement. Mais j'aime assez avoir en moi la capacité d'éclairer cette scène sous un jour vitaliste. Où se trouve l'intensité vitale dans la scène que je viens de voir? Et bah, de repérer la distribution des intensités vitales dans une situation ne coïncide pas forcément avec la distribution des vertus morales. Voilà, c'est ça Et je trouve intéressant quand même de ne pas avoir sur toute chose simplement un regard que j'appelle social-moral. Hmm. Je trouve nécessaire de l'avoir, je trouve tout à fait redoutable de n'avoir que ça. Et c'est quand même Alors, il me semble, c'est pour ça que j'en viens très très vite à l'art comme une mule. Certains ont pu parfois dire, ah bah, à ce moment, il se met à parler d'art, ça tombe du ciel. Pas du tout. C'est parce que précisément, il me semble que moi, c'est dans l'art, en tant que spectateur, en tant que récepteur et en tant qu'émetteur d'art par moment, que je crois qu'on peut cultiver la morale vitaliste. Parce que précisément, là, il y a moins d'enjeux sociaux, on peut explorer des angles de vue qui sont un peu plus difficilement explorables quand on est pris dans le corps social, où donc là, on est tenu à une certaine morale de l'interrelation, je dirais de bonne loi, quoi. Encore une fois, on se tape pas dessus, on tape pas les faibles, etc., etc. Voilà, donc la morale vitaliste, je pense que c'est l'art qui la recueille,
c'est dans l'art qu'on peut l'exercer et l'explorer, essentiellement, parce que c'est très très difficile de l'explorer autrement, quoi. Je veux dire, tu vois, je vais prendre un autre exemple. C'était un débat que j'avais eu avec un ami où on se demandait si le nietzschéisme était soluble dans la morale sociale. Il revenait de prendre le bus, il avait pris le bus, et puis on se voit juste après, il me dit, ah ouais, dans le bus, il y avait des jeunes, des gamins, quoi, des mecs de 15-16 ans, qui avaient mis de la musique à fond, et ils avaient mis de la musique à fond, et puis ils dansaient. Ils dansaient. Alors, est-ce que c'était des jeunes dits de banlieue? Je me souviens plus. Est-ce que c'était du rap, quoi, pour aller vraiment dans La caricature, ouais. un peu cliché, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est des jeunes gens qui faisaient un peu les cons dans le bus, quoi. Voilà. Et lui était, en nietzschéen, qu'il était assez d'ailleurs, parce que qui se ressemble s'assemble, il était ébloui par la vitalité de ces gamins. Et il regrettait, lui, d'être beaucoup trop poli maintenant à son âge. À l'époque, il avait 35 ans. Et de ne plus s'autoriser ce genre de truc que nous, on s'autorisait d'ailleurs quand on avait 18-20 ans. On est bien foutre la merde un peu dans les espaces publics parce qu'on avait de l'énergie. Parce qu'on avait une putain d'envie de vivre, quoi. Et parfois, l'envie de vivre consistait à faire chier le monde. Bon. Alors, du point de vue de la morale, moi, le premier réflexe que je lui ai dit, quand il m'a raconté cette histoire, je lui ai dit, ouais, ok, bah je partage ton enthousiasme sur la vitalité de ces jeunes gens. Et ta nostalgie de ta propre vitalité, c'est vrai. La vie est en eux, clairement. Mais enfin, quand même, moi, j'aurais pas aimé me retrouver dans le même bus qu'eux. Il m'aurait énervé, en fait. Il m'aurait énervé, j'aurais eu envie de les taper. J'aurais eu envie de faire pampan cucu, quoi. J'aurais eu envie de faire mon adulte et de leur dire, écoutez, les jeunes, là, oh, hey, les gosses, là, respectez un petit peu les gens autour de vous. Hein. Peut-être que dans le bus, il y a des gens malheureux. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas très très envie d'entendre votre musique de merde. Peut-être que lui, là, il vient de se faire virer de son travail et qu'il a peut-être pas très très envie de voir des gens danser autour de lui, etc., etc. Bah, les deux angles étaient possibles. Les deux angles de vue étaient possibles. Et je trouve intéressant d'avoir quand même, parce que si je suis dans le bus et que le seul truc que je me dis quand je vois des jeunes gens qui arrivent avec leur bonne humeur, avec leur truc un peu, la danse, la musique, autant de choses que j'adore, et que le seul truc que je trouve à dire c'est ils font vraiment chier, vraiment ils sont mal éduqués, où sont les parents? Parce que finalement la morale sociale c'est toujours une morale de parents en quelque sorte. C'est une morale de juge, c'est une morale de flic, c'est une morale de prof, c'est une morale d'éducateur, c'est une morale de parents. C'est tout ça quoi, c'est le dispositif parental disséminé dans tout un tas d'autres institutions que je viens d'égrener. Si vraiment à aucun moment maintenant dans le bus, si je suis témoin de cette scène, je n'ai plus une seule seconde pour me dire, quand même, quoi, ces gamins, qu'est-ce que c'est beau l'effronterie, qu'est-ce que c'est beau l'insolence, et qu'est-ce que c'est beau la jeunesse, ben moi je m'en voudrais, je me considérais comme semi-éteint, quoi. Et je constate autour de moi des gens qui sont incapables d'avoir ce réflexe-là, quoi. Incapables. Voilà ce que j'essaie de promouvoir un peu. Non pas, encore une fois, pour dire que c'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut penser de ces gamins. Ils sont juste géniaux, c'est des seigneurs. C'est pas ça. Restons disponibles à ce mode d'appréhension du monde. Voilà. Et je vois tellement de gens absolument indisponibles à ce mode d'appréhension du monde que, oui, que je trouve ça triste et un défaut de vitalité, clairement. Chez eux, la morale a pris le dessus. La morale au sens le plus consensuel du terme, quoi. Le bon sens moral, la petite morale à la papa, quoi. À savoir, bah, faut pas faire de bêtises. Bon. Oui, moi, encore une fois, il y a eu une fête récemment en bas de chez moi, enfin, à l'étage en dessous. C'était des jeunes gens de 25 ans que je croise des fois dans l'ascenseur. Ils ont fait du bordel toute la nuit. Et moi, bah, je suis vieux, hein. Donc, moi, j'avais envie de dormir parce que je voulais me lever tôt, à des heures de vieux, genre à 7 heures du mat. Et ben, ils m'ont énervé, hein. J'ai pas joui de leur vitalité. Et en même temps, à froid, le lendemain, je me suis dit, c'est quand même vachement bien qu'il y ait encore des appartements où les gens dansent, quoi. Vous voyez? Bah, c'était deux choses. Dans un premier temps, je pensais avec un corps de 54 ans, et puis à un moment, bah, j'ai quand même accédé à une pensée peut-être un peu moins usée que mon corps. Et donc, si je comprends bien, pour toi, l'accession à cette morale vitaliste se fait de manière privilégiée par l'art? Bah, si tu veux, par exemple, tu vois, je prenais l'exemple sulfureux tout à l'heure, à savoir le fort qui tape le faible dans la rue. La pensée qui consiste à dire que c'est un geste de seigneur qui a comment dire, la supériorité d'âme aristocratique de se foutre de la morale courante, qui consiste à dire on ne tape pas les plus faibles que soi, cette pensée, elle est inaudible dans l'espace social. Bon, peut-être un petit peu à juste titre d'ailleurs.
Bah, sans doute, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu me verras, moi qui passe beaucoup de temps à parler en public, tu me verras assez peu donner là-dedans, quoi, tu vois, me professer comme ça avec des airs d'aristo un peu pénibles. Mais par contre, ben, c'est le début de Crime et Châtiment. Hmm. Raskolnikov, au début, c'est ça, c'est vraiment, mais en fait, cette usurière-là, qui d'ailleurs fait chier tout le monde, qui est radine, mais finalement, pourquoi respecterais-je le dogme chrétien, en l'occurrence parce qu'il est très nourri de christianisme en tant que russe, à savoir qu'il ne faut pas attenter à la vie d'autrui. Toute vie humaine est respectable. Mais enfin, comment ça, toute vie humaine est respectable? Non, pas cette espèce de vieille peau qui n'est que toxicité et empoisonnement du monde. Là, le crime devient légitime au nom d'une morale supérieure. Et d'ailleurs, moi, Raskolnikov, je prétends que j'ai en moi cette espèce de dignité aristocratique ou de hauteur de vue aristocratique qui permettra qu'en fait je peux tuer n'importe qui sans que j'en nourrisse des scrupules ou des remords. Alors, le livre montrera qu'il sera rattrapé par les remords et qu'il était beaucoup plus faible qu'il ne se croyait. Et qu'il a péché par hubris aristocratique ou nietzschéenne, d'une certaine manière. Il est rattrapé par ça. Mais bon, ben voilà, au moins, on a quand même 50 pages, avec un crime assez, par ailleurs, assez sanglant. Hein. Il l'a tué à la hache. Donc, c'est pas en douceur. La littérature peut ça. Elle peut au moins recueillir les pensées que j'appelle aristocratiques de Raskolnikov, de la même façon que j'ai souvenir d'une scène qui m'avait beaucoup fasciné quand j'avais une vingtaine d'années. C'est dans un livre de Gide qui s'appelle Les Caves du Vatican, que je recommande d'ailleurs, qui est un super bouquin. Et à un moment, il y a un crime dans le train. Le jeune héros qui s'appelle Lafcadio, je crois dans mon souvenir, se retrouve dans un compartiment face à quelqu'un et commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passerait si je le balançais par la fenêtre? Parce qu'à l'époque, il y avait les fenêtres dans les compartiments. Qu'est-ce qui se passerait en fait? Pourquoi je le ferais pas? Il est gros, j'aime pas sa tête. Et puis bon, mais quoi de plus beau au monde que la gratuité? Le crime gratuit. Quel geste supérieur artistique? Lafcadio cogite comme ça et finit par le balancer par la fenêtre du train. Ce sont des cogitations qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que j'y adhère. Et ça, c'est très important aussi de ce que j'essaie de dire dans les pages sur l'art. C'est pas parce qu'on est intéressé par quelque chose que ça vaut adhésion. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est fasciné par quelque chose que ça vaut opinion. Et les opiniocentriques n'arrivent jamais à comprendre ça. Ils pensent que tout ce qui se passe dans une œuvre d'art a valeur d'opinion ou de message que prodiguerait l'artiste. Mais pas du tout. On explore des choses, on explore des plis humains, des plis de pensée qu'on ne peut pas explorer par ailleurs. Parfois d'ailleurs on le fait même sans... Vas-y Gladius, excuse-moi. Je veux dire, l'un n'empêche pas forcément l'autre aussi, c'est-à-dire que dans ce cas-là de ce texte, il y a ça, il y a le côté d'explorer un peu ce sentiment aristocratique et tout ça, mais techniquement, il peut y avoir quelqu'un qui se sent pousser des ailes à la lecture de ceci, qui va vouloir y aller lui-même faire la même chose, etc. Donc c'est toujours complexe un peu le rapport avec le message de l'œuvre d'art, etc. Moi, je suis plutôt du même avis, c'est-à-dire de penser que c'est bien pour explorer, et moi jamais je ferai ce genre de choses-là, mais on connaît tout un tas d'œuvres d'art qui peuvent servir après d'inspiration, de justification, à des actes qui seraient plutôt répréhensibles. Ouais, bah, là, tu reprends un réflexe que je trouve, encore une fois, légitime. Hein. C'est un réflexe de morale sociale, ça, pour le coup. C'est de dire, mais est-ce que les œuvres d'art n'auraient pas des effets nocifs sur le corps social, sur l'humanité, sur des êtres humains, dans la mesure où certains pourraient prendre au mot et pourraient prendre comme une espèce de message à appliquer les moments un peu sulfureux ou les moments d'exploration vitaliste par-delà bien et mal de certaines pages de littérature ou de certaines scènes de films. Bon, je comprends que la société s'inquiète et fasse son boulot de société en se posant cette question, quoi, disons, du mauvais usage social des œuvres d'art. D'ailleurs, elle n'arrête pas de le faire, je le décris beaucoup dans Comme une mule. À la fois, la société en a rien à battre de l'art, en général, elle lui réserve un sort qui est quand même pas très reluisant, y compris économiquement. Mais quand même, elle continue à s'y intéresser sur ce seul mode-là. Il y a des gens qui s'en foutent complètement de l'art, ils ne lisent pas un livre de leur année, ils voient 3 films et 43 séries. Par contre, alors vraiment, oui, alors ça, quand même, de savoir que Agatha Christie a écrit un livre qui s'appelle Dix petits nègres, on va dire, c'est pas super parce que bon, il y a nègre, alors bon, ouais, tu comprends, s'il commence à y avoir un titre nègre, les gens vont dire nègre et du coup ils seront racistes. Bon, déjà, ça me crispe un peu de voir que des gens ne s'intéressent à l'art que par ce prisme-là. Vraiment, ça, je trouve ça accablant comme spectacle. Et puis, moi je veux bien qu'on se pose la question, mais premièrement, c'est une question très largement spéculative. Ouais. Donc bon courage. Je le dis dans Comme une mule et je le redirai.
il est possible que les mauvaises pensées ou les affects troubles qui sont parfois explorés dans une œuvre d'art servent à son récepteur beaucoup plus de catharsis que de déclencheur. Voilà, On c'est ne ça. saura jamais. On ne saura jamais si de, de lire un livre qui suit pas à pas un serial killer, comme c'est le cas d'ailleurs du livre à succès du printemps, qui a écrit par Raphaël Quenard, où on est en permanence avec un type qui tue des femmes. Bon, bah, il est premier des ventes. Est-ce que des gens se sont demandé si ça allait produire une génération de serial killers? Je sais pas. C'est des gens. Bon, j'ai pas entendu pour l'instant ce procès fait à ce livre. Peut-être parce qu'il a pris beaucoup de distance dans les émissions. Dire mais non, attendez, c'est pas moi, je ne fais pas l'apologie, etc. Oui, en même temps, on est quand même avec lui pendant 150 pages de ce mauvais livre d'ailleurs. Je le dis au passage. Mauvais livre. Et je dis au passage aussi que j'aime beaucoup, inversement, le film que vient de sortir Raphaël Quenard qui s'appelle I Love Pérou, pour dire que je veux pas accabler ce monsieur, mais voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un mauvais livre. Donc oui, on peut se poser ces questions-là, mais on n'aura jamais de réponse. Et donc, on pédale dans la semoule. D'où les débats d'ailleurs sempiternels qui se sont posés ces dernières années autour d'œuvres d'art. Sont-elles nuisibles, sont-elles pas nuisibles? Faut-il un peu les amender pour les rendre politiquement plus correctes ou moralement plus inoffensives? Oui, bon, beaucoup de débats et beaucoup de creux. Parce qu'en fait, on danse autour du vide, qui est le vide spéculatif de on ne saura jamais quel effet fait telle œuvre d'art dans le corps de son récepteur ou de sa réceptrice. Donc bon, moi c'est le genre de spéculation sur lesquelles je préfère pas m'attarder. Par ailleurs, franchement, dans l'ensemble des choses qui nuisent au corps social, je crois que les œuvres d'art, hélas, j'ai presque envie de dire hélas, sont, à mon avis, arrivent très très loin dans la liste. Hein. Tu vois, entre les pesticides et les œuvres d'art, je crois qu'il n'y a pas photo sur la nocivité. L'art est tellement peu fréquenté finalement, tellement peu pratiqué. Il est d'ailleurs lui-même tellement boursouflé de morale, tellement phagocyté par des intentions morales. C'est ça, l'art mainstream est en général très moral. Que moi je me fais pas trop de soucis sur le fait que les quelques happy few qui continuent à aller lire Lolita, qui continuent à aller lire Céline, qui continuent à aller lire Bolaño, Pessoa, c'est-à-dire des auteurs un peu comme ça sulfureux, qui sont toujours tenus un peu sur la crête de la morale. Euh, je, je pense que ces gens-là ne feront pas beaucoup de mal au monde. Je pense que ça leur fera beaucoup de bien de lire ces grands auteurs. Et comme ça leur fera beaucoup de bien, ça en fera des gens bien, et ces gens bien feront du bien à l'humanité. Moi, c'est plutôt comme ça que je raisonnerais par rapport à ça. Ok. Gladius, c'est un peu moi qui ai posé toutes les questions. Je sais que tu avais des questions justement plus sur les thématiques artistiques. Est-ce que tu veux prendre le relais un peu? Ouais, très bien. En fait, toute cette question morale du rapport à la politique et à l'art, etc., un peu ensemble, ça me donne envie de relier ça à d'autres interventions que tu as fait par le passé, notamment de l'importance qu'a joué le rôle de l'art, notamment de la musique plus particulièrement, dans ton rapport aux choses en général, mais aussi au point de vue de la morale, de la politique, etc. Et tu as souvent mis la joie en avant au centre en fait de ce rapport-là. Je pense que déjà ça peut être utile de rappeler la distinction qu'il y a entre la joie telle que définie par toi dans ces termes-là, et la joie telle que comprise par la population générale, dans le sens commun du terme, quoi. Parce que c'est pas exactement la même chose, il me semble. Oui, moi j'aimerais bien que ce soit la même chose, parce que c'est toujours un peu un réflexe pénible, quand on le subit en tout cas. Quelqu'un qui va dire un petit peu au monde, à la plèbe, ouais, vous utilisez joie de cette façon-là, mais c'est une joie, c'est vraiment une acception de merde. C'est une acception médiocre. Moi, j'ai une acception bien mieux. Donc voilà, cette précaution du tutorat étant prise, il est évident que ce que j'ai essayé de définir de livre en livre et peut-être un peu plus frontalement dans le livre qui s'appelait Notre joie, euh, c'est une joie qui a à voir, je crois d'ailleurs, avec son acception chrétienne. En tout cas par où le christianisme m'intéresse, c'est-à-dire une joie qui est presque intransitive en quelque sorte, qui est presque une humeur fondamentale au monde. Donc elle n'a pas d'objet ponctuel. C'est pas genre je suis joyeux, j'ai le bac, ou je suis joyeux, je vais retrouver la femme que j'aime dans 3 jours. Autant de joie tout à fait respectable, surtout la deuxième. Mais non, c'est une joie sans objet. C'est une joie, c'est la joie de l'être en tant que tel, quoi. Alors, c'est la joie d'être en vie, on pourrait dire, la joie de vivre.
peut-être plus la joie d'être en vie, la joie d'être vivant, ou la joie qu'il y ait de la vie. Moi, que la vie dure. En fait, c'est ça l'exercice de la joie, c'est la joie qu'on ressent à ce spectacle miraculeux de la persistance de la vie, la persévérance de la vie. Sa propre persévérance dans la vie, mais la persévérance de la vie. Bon, et donc, ouais, la joie prend une espèce de volume comme ça. Mais en même temps, c'est très simple, et je pense que fondamentalement, la joie est vraiment une disposition au monde, quoi. Je pense que c'est très très clair chez Nietzsche. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont moins disposés à la joie, peut-être parce qu'ils sont précisément fâchés avec la vie. Fâchés avec la vie, et cette fâcherie avec la vie, c'est ce que Nietzsche appellerait le ressentiment. Il le définirait pas exactement comme ça, mais c'est moi, comme ça que je le lis. Et puis, après tout, ma lecture m'appartient. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais elle vaut ni plus ni moins qu'une autre. Et oui, je vois des gens mal disposés vis-à-vis de la vie, dans la mesure où ils considèrent qu'il y a une adversité avec la vie, peut-être parce que la vie ou le vivant lui-même leur a fait du mal, ou parce que d'être en vie leur fait du mal. Ah, et ça, je n'ai aucun mépris pour ça. Je peux le constater. Mais il faut avoir la cruauté nietzschéenne de le constater. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont mal disposés devant le vivant. Et donc, bon, c'est pas ceux-là qui auront la plus grande capacité à s'exalter devant une œuvre d'art, par exemple, hein, ou devant le spectacle de la vie en tant que vie. Tiens, il me vient un autre exemple d'ailleurs pour distinguer la morale courante ou la morale sociale de la morale vitaliste. C'est la fameuse main de Dieu de Maradona. Je prends cet exemple parce qu'il est très connu, hein, je crois. Même pour les gens jeunes comme vous, je pense que le truc a passé les siècles, quoi, enfin en tout cas les décennies. 86, Coupe du Monde au Mexique, Argentine-Angleterre, quart de finale. À ce moment-là, il y a 1-0 pour l'Angleterre, je crois. Et Maradona, qui à l'époque est le plus grand joueur du monde, vraiment, avec Platini, mais il commence à le dépasser, marque un but de la main, ce qui est tout à fait illégal. Donc c'est un but de petit voyou. Et en plus, non content d'avoir mis un but de la main, il s'en cachera pas. Il avouera son crime de façon éhontée après. Bon, de toute façon, les images le trahissaient. Et il dira que c'était la main de Dieu. Moi, j'ai toujours pris très très au sérieux cette main de Dieu, cette expression. Bah, elle venait d'un croyant, Maradona, qui vient des bidonvilles de Buenos Aires. Donc son histoire est géniale. Et ce que j'ai toujours... comment dire, ce que je vois dans ce geste, on peut dire, oh là là, ouais, Maradona, grand joueur, mais quand même, sale voyou quand même. Hein. C'est quand même pas classe de faire ça, quoi. Surtout que le type était capable de mettre des buts autrement. D'ailleurs, il en fera la preuve un quart d'heure plus tard dans le match, en marquant sans doute son but le plus exceptionnel, en dribblant à peu près toute l'équipe d'Angleterre. Ouais, bah oui, bon, c'est pas mal de se dire, ah, c'est dommage, c'est un mauvais exemple pour les jeunes. Alors là, très très vite, les papas vont se remettre en place. Les papas qui tout, mauvais exemple pour les enfants. Ah là là, moi je suis éducateur de football, qu'est-ce que je vais dire à mes jeunes dimanche, à mes jeunes U12 ou U13, alors que leur modèle c'est Maradona, et alors que moi j'arrête pas de leur dire que le sport c'est les valeurs, comment je vais pouvoir me démarrer? Bon, ça, réflexe de papa. On passera le choix de l'accent. Oui, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je m'excuse auprès de la population méridionale et auprès de toi, Gladius. Bah, qui en fait partie. En plus, j'aime plutôt bien cet accent. Vraiment, il y a pas de, comment on dit, glossophobie ou glottophobie? Glottophobie, je pense. Oui. Non, chez moi, pas du tout. Mais bon, j'aurais pu le faire sans accent. Et voilà, donc, bon, c'est un peu légitime qu'on en vienne à développer ce genre de propos. Mais si vraiment personne n'est accessible à ce moment-là, au fait que quand même ce geste est génial. Ce geste est génial, ce geste est techniquement très compliqué. Il faut avoir beaucoup de talent pour faire ce geste, parce que Maradona fait 1m60, le Gaulle fait 1m90. C'est la revanche du petit. C'est la seule chance du petit dans cette espèce de duel aérien, dans cette balle qui arrive comme ça en l'air. Et que Maradona ait eu, la présence d'esprit d'utiliser sa main, 2, de bien le faire de sorte que ça se voit pas trop, et que l'arbitre n'y voit que du feu. Si vous n'êtes pas accessible devant cette scène, quand même à la splendeur esthétique du geste, alors moi je peux rien pour vous. Et encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça rétroactivement. C'est intéressant. Mais ça, et j'avais aussi écrit dans un texte pour SoFoot que le Maradona génial qui met le deuxième but avec force dribble et une grande virtuosité qui était la sienne de footballeur, et le Maradona qui met un but de la main, c'est le même.
C'est le même, parce que son génie est par-delà bien et mal. Et le génie du dribbleur, le génie légal du libreur ou du dribbleur et le génie illégal du marqueur de la main, c'est le même génie. Hmm. C'est le même génie. Bah, si on n'est pas accessible à ce génie-là, et si on n'est pas accessible aussi au charme de la voyouterie bidonvillesque de Maradona, c'est dommage. Voilà. C'est intéressant. Alors, j'avais pas du tout prévu qu'on parle football, mais on va s'y arrêter parce que, alors, je sais pas si c'est le cas de Gladius, mais moi j'aime bien le foot aussi. Et j'aurais aimé du coup creuser plus loin parce que donc là on a cet exemple de la main de Dieu. Ok, très bien. Luis Suarez, c'est un exemple assez similaire en fait, mais en plus extrême je trouve. Ouais. Luis Suarez, il mord, il traite Patrice Evra de sale noire. Il met cette main, c'était quoi? C'était contre le Ghana, je crois, où il sauve son équipe. Ouais. Avec une main totalement illégale pour arrêter un but, qui donne un penalty qui n'est pas transformé, donc qui permet à l'Uruguay d'être qualifié. Voilà. En fait, jusqu'où va cette morale vitaliste? Est-ce que on défend Suarez de par cette même vision? On le condamne moralement, on le défend vitalement. Voilà. Même si, alors après, on rentrera dans des débats sur où est la vitalité véritablement, parce qu'il arrive parfois qu'il y a des vitalités qui contiennent une part de morbidité, qui se retournent contre la vie elle-même. Donc par exemple, l'insulte raciste à Evra, moi je vais pas donner des leçons à Suarez pour dire c'est pas bien d'insulter les Noirs. Bon, voilà, j'en pense pas moins, mais c'est. Oui, c'est une porte ouverte. Oui, c'est une porte ouverte, et je veux dire, on n'a pas besoin de moi pour établir que de toute façon c'est d'une grande bêtise que de parler en ces termes-là. Mais oui, quand même, il y a dans le racisme une négation de la vie d'autrui. Il y a une restriction de la vie d'autrui. Donc moi, je pense qu'un vitaliste conséquent, et c'est là qu'il y a une morale vitaliste quand même, ou in fine, le vitalisme peut quand même conduire à des considérations qui sont presque classiquement morales, à savoir, oui, moi je suis pour l'intensité vitale, mais alors il ne faut pas que je restreigne l'intensité vitale d'autrui. Et donc si j'encase un noir dans son statut de noir et en plus de façon péjorative, d'une certaine manière je piétine la vie. C'est là que parfois la morale vitaliste peut rejoindre des réflexes moraux courants. Mais là on rentre vraiment dans un bricolage moral qui est infini et que d'ailleurs moi que je rejoue de jour en jour. J'essaie toujours d'établir jusqu'à quel point la morale vitaliste est possible sans se retourner contre elle-même. Parce que c'est toujours l'exemple classique, effectivement, la morale vitaliste pourrait dire que dans la pulsion de crime, ça peut être une pulsion vitale. Je pense qu'il peut y avoir une grandeur, c'est un peu au travail chez Sade par exemple, pour citer vraiment un auteur très sulfureux. Eh bien, il pourrait y avoir une grandeur vitale à aller jusqu'au bout de ma pulsion de vie, et le terme serait le crime, tout simplement, de tuer des gens, ou en tout cas de les malmener, de les maltraiter. La question se pose, qu'est-ce que c'est que ce vitalisme qui ne cesse de mettre fin à la vie d'autrui? Bon, voilà, et on est reparti finalement dans des problèmes de philosophie classique. Donc moi, c'est pour ça que je pense que la morale vitaliste, finalement, elle n'est pas tenable en tant que telle, elle est pas rationnellement tenable, et c'est pour ça que son domaine est vraiment l'esthétique, c'est-à-dire l'art. Parce que dans l'art, ce qui est beau avec l'art, c'est que l'art n'est pas là pour démontrer les choses. L'art n'a pas grand-chose avec l'art pense, mais n'emprunte pas les protocoles de la philosophie. En tout cas, des protocoles de vérification de la vérité qui sont ceux de la philosophie. Il agit autrement. Et donc, c'est vrai qu'une morale vitaliste, si elle avait à rendre compte d'elle-même sur un mode, disons, de rationalité philosophique, elle n'irait pas bien loin. Et d'ailleurs, je suis en train d'en faire la preuve parce qu'on voit bien que je rame, en fait, dès que j'essaie de rationaliser le truc. Et donc, en fait, cette morale ne peut que s'exercer à travers des pages de littérature, des moments de cinéma, des tableaux, et par exemple la musique. Est-ce que quelque part c'est pas purement quelque chose dont on ne peut faire l'expérience que subjective et qui est Tout à fait, c'est pas pour ça que son lieu est aussi l'art, parce que le domaine de l'art c'est le domaine de l'intersubjectivité et du relativisme. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une vérité en art? C'est un moment ponctuel d'accord et de congruence entre un récepteur et un émetteur. C'est-à-dire que je suis en train de lire une page qu'a écrit Bolagno, cette page me paraît incroyablement juste, je ressens un profond sentiment de justesse. Et là se crée comme un sentiment de vérité. Mais ce sentiment de vérité n'engage que moi, n'engage que Bolagno, n'engage que notre rencontre ponctuelle, et disparaîtra à la page suivante. Donc l'art, ça peut être que ça, en fait.
La philosophie, elle essaie d'établir des vérités durables, des vérités qui soient éventuellement démontrables et qui forment une espèce de socle comme ça durable. En tout cas, la philosophie classique. C'est pour ça que sans doute qu'elle m'intéresse moins et que mon lieu serait plutôt l'art, quoi. Même Kant, même s'il a mis en crise la notion de vérité, il est quand même encore requis par la notion de vérité et de vérité universelle. Ce que feront un peu moins, bon, disons les grands déconstructeurs du XXe siècle, quoi, où là on a affaire à une espèce d'anti-philosophie. Enfin, tu vois bien, là on rentre dans nos amis philosophes français, par exemple, de l'après-guerre, que j'ai beaucoup plus lu. Derrida, par exemple, des gens comme ça. Ouais, voilà, que j'ai beaucoup plus lu que ceux qui le déconstruisaient. Ce qui était peut-être un peu une erreur d'ailleurs, parce que c'était peut-être un peu la charrue avant les bœufs, mais moi j'ai lu Derrida déconstruisant Hegel et pas Hegel, quoi, tu vois. Mais voilà, bon, c'est même pas une lacune à ce niveau-là, c'est pratiquement un vice de forme. J'ai fait un carjacking footballistique, je vais te rendre la parole, Gladius. Non, pas de problème. C'est bien de parler de Luis Suarez, qui quand même nous aura quand même... Que d'émotions nous aura-t-il procuré, tu vois? Oui, non, mais moi j'ai une relation très ambivalente à Luis Suarez. Footballeur incroyable, par certains aspects détestable de mon point de vue. Mais même la détestation, c'est pas donné à tout le monde d'être détestable. Tout à fait. Ça, c'est une morale vitaliste. Vas-y, Gladius. Ouais, ça me donne envie de parler un petit peu plus davantage du punk, par exemple, parce que c'est vraiment un des genres musicaux que tu as identifié comme étant celui où cette pulsion de vie, etc., se pouvait se déployer de manière la plus éclatante, la plus brute aussi, dans beaucoup, selon comment on voit la chose. Mais d'autres styles musicaux, d'après les précédents entretiens, est-ce que tu as pu dire ici ou là, ont moins ta faveur à ce niveau-là, c'est-à-dire que je sais que par exemple le rap, dans la plupart de ses configurations, le métal aussi dans la plupart de ses configurations, tu n'arrives pas à y retrouver ton compte en fait dans ces façons de voir l'art et la puissance de la vie tout simplement. Donc est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, qu'est-ce qui te gênerait dans ça et donner des exemples par exemple? Tu sais, en fait, ma réponse va tourner court parce que je pense que la musique, c'est vraiment l'art qui sollicite en nous ce qu'il y a de plus épidermique, de plus viscéral, de plus physique. Je pense que notre rapport à l'art est toujours physique. Et peut-être que notre rapport à tout est fondamentalement corporel et physique. Mais alors vraiment, la musique, on est au cœur de la chose, quoi. C'est la quintessence même d'un rapport physique à, disons, un matériau sonore qu'on appelle la musique, quoi. Et donc, si tu veux, pourquoi est-ce que je préfère le punk et que je suis un peu moins sensible au rap ou au métal? D'abord, question de sensibilité, quoi. Enfin, genre, mon corps est fait de telle sorte que... Sachant que mon corps, je suis peut-être pas né avec des gènes de punk, hein. C'est peut-être une construction. Ma sensibilité au punk, et elle passe sans doute par tout un tas de choses qui viendraient, je sais pas, peut-être de ma lointaine ascendance populaire, enfin pas si lointaine d'ailleurs, mais quand même. Elle vient peut-être des premiers sons qu'on m'a mis dans la tête, qui étaient les sons de guitare électrique. À la maison, j'entendais beaucoup de guitare électrique grâce à mon grand frère, enfin tu vois. Et donc je suis peut-être un peu moins familier de musique qui n'en passerait pas par la guitare électrique, donc par exemple le rap, dont c'est pas l'instrument central, loin de là. Alors tu me diras, ouais, mais le métal c'est vachement guitare électrique. Bon, bah ouais, mais le métal, je pense que c'est une histoire de rythmique. Je n'y retrouve pas le gambadement que j'aime tellement dans le punk, le sautillement du punk, l'allégresse du punk, la vitesse du punk aussi, la concision du punk. Le métal n'est pas une musique concise, hein. Vraiment pas. Je pense même qu'il y a des très longs morceaux. Et il y a des grands solos de branleurs de manches, comme on dit, qui, voilà, contre quoi le punk s'est investi. Parce que ce qui me fascine dans le punk, et ce qui me fascine d'ailleurs dans la musique en général, mais que le punk a tendance à mettre au cœur même de son projet, c'est l'incroyable ratio, pardon d'utiliser ce mot de manager, l'incroyable proportion entre les moyens et les effets. C'est-à-dire qu'on sait bien, nous savons tous, parce que nous avons tous un rapport à la musique, ce qui est assez beau, enfin, plus ou moins intense, que 3 notes peuvent nous faire une vie. 3 notes peuvent nous rendre dingues pendant 15 ans, à chaque fois qu'on les réécoutera. 3 notes, 3 accords, comme on dit dans le punk, mais un refrain dans la variété, un refrain dans la pop, un refrain dans le rap, un refrain dans... des petits segments de musique classique, parce que... je crois qu'en fait, dans la musique classique, nous avons évidemment des longs morceaux, souvent. Ouais, pas que. Il peut y avoir des sonates très courtes. Bon.
Mais quand même, le classique se caractérise beaucoup par des productions un peu longues, des compositions un peu longues. Mais quand même, je suis très frappé chez Mozart, qui est peut-être le musicien que très banalement je connais le mieux de ce qu'on appelle musique classique. Je suis très frappé à quel point Mozart, parfois, il va vraiment nous faire jouir dans un concerto, c'est quatre notes. Voilà. Il y a un Oui. moment, il y a un agencement. Mozart, d'ailleurs, il excelle dans ce domaine. Il a fait des tubes, quoi, en quelque sorte, avant l'heure. Il y a des tubes dans Mozart. Mm. Et que c'est des moments tubesques, quoi, qu'on connaît tous plus ou moins, d'ailleurs. Et voilà, ce qui n'empêche pas d'apprécier par ailleurs les grands agencements orchestraux, quoi, mais qui sont d'une autre nature. Donc moi, vraiment, dans la musique, je trouve que c'est dingue, quoi. Pour moi, c'est le plus Ouais. beau, le plus bel hommage qu'on peut rendre à la musique, c'est des moyens si pauvres pour autant d'effets, et d'effets parfois, mais d'une exaltation Oui. que la littérature, la peinture ne nous donneront jamais, même si on est très très friand de ces arts-là. Et ben, le punk ne fait pas semblant de faire autre chose que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée, le punk, son premier truc, c'est il y en a marre des morceaux de 12 minutes, là, du rock progressif, tout ça. Nous, on va revenir aux morceaux de 2 minutes, originels du rock. Euh, Rock Around the Clock, Blue Suede Shoes, c'était des morceaux très courts, quoi, ou des morceaux de Chuck Berry, Johnny B. Goode, tout ça. Nous, on va revenir à ce format-là, parce qu'on parie que la grande force du rock, c'est le peu. C'est que, en 3 notes, on peut rendre dingue les gens. Mm. Et le punk s'est recentré là-dessus. Ce qui n'a pas empêché parfois des déploiements punk, de groupes punk beaucoup plus magistraux, qu'on trouvera, je sais pas, des groupes comme NoFX, tout ça, ou Propagandhi, ou pas mal de groupes assez virtuoses. Mais quand même, le cœur de métier du punk, c'est le peu. Et oui, je pense que cette densité, cette concision, que j'essaie de trouver un peu en littérature aussi, c'est sans doute fondamentalement ce qui m'accroche au punk. Mais encore une fois, il y a des trucs très très animaux là-dedans, très bestiaux. Mm. Il se trouve que le son de la guitare électrique me plaît. Là, il y a un moment où ça va être compliqué de rendre compte de mon corps. Alors, après, Justement. un truc plus objectif que je pourrais dire, c'est qu'il y a parfois dans certaines musiques une tonalité générale qui passe à travers les textes ou à travers les attitudes qui me déplaît tout simplement. Fondamentalement, les attitudes métal euh, portent un rapport au monde qui n'est pas le mien. C'est pas le mien, voilà. Les attitudes que prennent les métalleux quand ils écoutent du métal ou quand ils en jouent, c'est pas. Je vois que là, on n'a pas la même façon de se tenir dans le monde, quoi. Et je dirais autant des rappeurs en général, dont les attitudes, Mm. c'est pas ça que je vais aimer dans le rap quand j'aime le rap. Très bien. Ben, en fait, justement, c'est très bien que tu en parles de ça parce que, bon, déjà, juste une petite parenthèse, pour ceux qui s'intéressent un peu à la manière dont on peut aborder, parce que tu viens de citer Mozart, etc., j'ai trouvé exceptionnel certaines vidéos que Dominique Pagani avait fait au Ouais. cours des années précédentes sur sa chaîne YouTube où il prend justement le temps de parler de ça, notamment de Mozart et aussi d'un peu ce côté un peu pop, comme tu disais, de tube un peu, etc. Donc, c'est vraiment, si ça intéresse des gens, je trouve que c'est vraiment de super vidéos. Mais donc, Super si je comprends. recommandation, Pagani est toujours passionnant. Je suis pas toujours d'accord avec lui surtout, mais je le trouve éminemment passionnant. Puis en plus, il fait partie de ces gens qui un marxiste, hein, vraiment, marxiste presque pur jus, Mhm. et qui par ailleurs a un rapport très fort à l'art. Oui. Mhm. Ce qui est une double cape, une double casquette qui est en train de se perdre un peu. Oui. Et du coup, ça me fait dire que si je comprends bien un peu la manière dont tu as aussi, parce que tu as fait beaucoup de podcasts sur le cinéma, etc., tu as un rapport du coup à la musique qui là est plus viscéral directement, alors que pour le cinéma, il me semble que tu as un rapport plus directement analytique à la chose. Il va y avoir beaucoup plus de développement, d'interprétation, de remise en cause des choix techniques, par exemple, du réalisateur ou d'autres. Ce qui n'est pas autant le cas, en tout cas, pour la musique. Alors, pourquoi cette distinction, par exemple, dans la manière d'aborder les deux? Parce qu'on pourrait tout à fait voir des films et être, comme quand on est devant une musique, être totalement submergé à un moment sans vraiment se rendre compte de pourquoi et et voilà, d'avoir ce rapport viscéral directement. Pourquoi dans le cas de la musique, du coup, il y a plus de difficultés à aller dans le côté analytique. Je vois que il y a 2 semaines, il y a eu le premier épisode de La Mauvaise Foi, du coup, sur la chaîne du Bruit qui pense, PANSE, où tu es dedans, et en gros, c'est vous parlez d'albums l'un et l'autre, et vous essayez de vous convaincre que l'album que vous avez choisi surpasse l'autre, en d'autres termes. Et même là, c'est frappant, parce que au final, quand on compare les chroniques que tu fais sur cinéma et ça, ben, dans cette vidéo sur la musique, il va y avoir beaucoup de hochements de tête, de façon de ne pas pouvoir souvent aller. C'est l'évidence en fait, des fois, quand on écoute la chose, la première chose qui vient à l'esprit des chroniqueurs, c'est bah ouais, tu vois quand même, tu vois à quel point à quel point ça rend. Et je trouve que c'est révélateur à la fois, et c'est bien, je trouve, mais du coup, pourquoi cette différence d'approche entre les deux? Alors,
Oui, je pense que quand même dans la mauvaise foi, on essaie d'être un peu analytique quand même, mais on écoute le morceau, donc là on a des attitudes plutôt corporelles, quoi. Mais on écoute in extenso, et puis après on le commente, mais on essaie un peu d'être analytique. Mais il est bien vrai qu'en fait, on sait bien qu'avec la musique, on se heurte. Il y a une butée de l'analyse sur la musique, parce qu'effectivement, j'ai dit tout à l'heure que c'était le plus physique des arts, celui qui nous procure le plus de sensations, et c'est très compliqué de rendre compte de sensations. Très très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres arts, quoi. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs, on parlait d'un livre que j'aimerais écrire sur le punk, sur la musique en général, mais sur le punk en particulier, et que je repousse un peu parce que j'espère que ça va être difficile de, de pondre des phrases autour de la musique. J'essaie de le faire oralement, je l'ai un peu fait par écrit quand même ici ou là, mais c'est quand même très très compliqué. C'est un vrai défi pour les mots d'essayer de ressaisir ce qui arrive au corps. Dans une expérience musicale, c'est-à-dire dans l'écoute d'un morceau. Donc oui, c'est sûr que... Alors après, je préciserai quand même que euh, je pense que fondamentalement, par exemple, tu prends le rapport au cinéma, on va s'en tenir là pour l'instant, je pense que j'ai un rapport fondamentalement physique au cinéma aussi, hein. Fondamentalement, il y a des grains d'images qui tout de suite me sont familiers, dans lesquels je me sens bien. Il y a des cadrages, des modes de cadrage, parce que c'est ça, finalement, le cinéma, c'est une texture d'image, et puis c'est des cadres, quoi. Et puis après, voilà, il se passe plein de choses. C'est du son aussi, c'est un certain rapport au son. Par exemple, il est évident que je suis immédiatement bien disposé devant un film où règne le son direct. Le son direct, c'est-à-dire le son tel qu'il a été prélevé des choses qu'on voit se faire devant nous. Une personne est en train de marcher dans la rue, on entend ses bruits de pas. Il n'y a pas une musique off qui recouvre les bruits de pas, il n'y a pas une musique off qui recouvre le vent. Et puis, et s'il y a du vent, on l'entend, plutôt qu'avoir des micros hyper serrés qui absentent voilà. Le son direct m'émeut toujours en tant que tel. Et ça, c'est une expérience extrêmement physique, d'ailleurs, qui rejoindrait d'ailleurs des considérations musicales, parce que c'est du sort de son. Et donc voilà, si tu veux, t'as toute une facture cinématographique qui immédiatement me met en amitié et que je pourrais décrire un peu comme ça, des cadres un peu posés, du son direct et peut-être aussi une sorte de puissance d'incarnation, de matérialité au travail dans le plan, quoi. Je sens la matière, voilà. Et donc mon goût pour le cinéma est un goût très physique pour la matière. C'est dans le cinéma que j'exerce le plus mon goût pour la matière. En littérature, évidemment, ça se joue autrement parce que c'est quand même un art fondamentalement abstrait. La littérature, c'est une espèce de... On nomme le monde, il ne se présente pas à nous. En cinéma, il y a ça. Donc quand même, j'insiste bien pour dire que ce qui fait que fondamentalement, un de mes cinéastes préférés est Bresson, c'est parce que ce qui s'y joue en termes de son, d'image et de cadrage, de film en film, et indépendamment de ce qu'il raconte dans tel ou tel film, a immédiatement mon assentiment épidermique, quoi. Voilà. Après, tu vois, je rame un peu pour décrire ça parce que précisément, on est dans l'épiderme. Alors, il se trouve qu'effectivement, souvent dans la critique de cinéma, plutôt que de parler de ce genre de choses extrêmement matérielles, qui serait un peu l'équivalent de la musique, on va en passer par d'autres voies analytiques. Et pourquoi est-ce qu'on va en passer par d'autres voies analytiques? Parce que le cinéma nous le permet et parce que c'est plus facile. Et donc on va, parce que le cinéma nous offre un matériau qui est beaucoup plus facile à analyser qu'un système de son. Par exemple, il nous offre des personnages. Or, un personnage, on sait comment l'analyser. C'est immédiatement analysable. On peut analyser son évolution, sa moralité, sa justesse par rapport à ce que serait son modèle. Tiens, par exemple, dans tel film, on a une hôtesse de l'air. Est-ce que ça nous paraît juste par rapport à ce qu'est la vraie vie des vraies hôtesses de l'air? Critère comme un autre. Et puis, il y a éventuellement le message, il y a tout un tas de signes, de significations qui sont au travail dans un film. Hein, donc on peut aussi les gloser. Et puis, ouais, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui tendent davantage la perche au verbe analytique que cette espèce de bloc matériel insécable et opaque qui s'appelle un morceau de musique. En musique, on pourra se raccrocher à des trucs genre les paroles. Les paroles, ça raconte ça, etc. Mais moi, ça me paraît toujours une diversion, un contournement d'obstacles, quoi. Parce que c'est pas les paroles qui nous font jouir, hein, ou alors, si c'est des paroles qui vous font jouir dans la musique, c'est que vous aimez pas beaucoup la musique, quoi. Si vous avez vraiment bon. Oui. Ce qui semble un peu le cas dans les gens qui aiment bien les chanteurs à texte, tout ça, finalement, ils s'en foutent un peu de la musique. Ou alors ils se méprennent eux-mêmes sur leur propre plaisir. Mais ça serait encore un autre débat.
Voilà, donc en fait, si tu veux, je pense que ça tient à ça, en fait, la raison pour laquelle dans les podcasts de cinéma, je vais avoir plus volontiers une parole analytique et plus conceptuelle, et peut-être je vais être plus à l'aise aussi pour le faire, parce que le cinéma est un objet facilitant pour l'analyse, d'une certaine manière. La littérature aussi, d'ailleurs, on a fait quelques podcasts littéraires avec La Jeune Occasionnée, puis j'ai écrit beaucoup de critiques littéraires dans ma vie. Bon, bah, on a affaire à des mots, donc bon, bah, l'analyse se fait par des mots, donc elle est chez elle quand elle est à rendre compte de mots. Donc, d'une certaine manière, il n'y a rien de plus facile que la critique littéraire. Bon, même si c'est toujours un peu compliqué d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aime un livre et pourquoi est-ce qu'on aime telle phrase et pas telle autre. Mais de toute façon, la critique d'art est compliquée en général. Donc voilà, si tu veux, oui, la musique pour moi, c'est un peu la montagne. C'est cette espèce de bloc matériel qui ressemble à une montagne et qui est très très difficile à prendre par telle ou telle face, quoi. Ou façade, comme on dit. Mm. Il y a un mot pour ça. Versant. 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 J'ai fait peu d'alpinisme dans ma vie, donc voilà. Mais oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que l'analyse technique, surtout pour la musique, en fait, on se rend compte que très rapidement, on est un peu déçu de ce qu'elle a à dire. Parce qu'en fait, partir sur des compréhensions presque de musicologie autour de ça, de la composition pure et dure, à la fin des fins, il se peut qu'on trouve un morceau qui est très complexe en termes de composition, mais qui est juste chiant, on va dire les termes. Et pour moi, ça n'arrive pas à saisir, c'est rare qu'en tout cas, l'analyse technique arrive à justement rendre compte de pourquoi une musique est bien, ou qu'elle nous plaît, ou qu'elle génère des sentiments esthétiques complexes, etc. Tout à fait. Tu fais bien de dire ça parce que ça me permet quand même d'ajouter un truc important sur ce que je voulais dire précédemment, c'est que si tu écoutes bien mon travail critique, bon, par exemple à travers les podcasts Jeunes Occasionnés, qui sont un peu en suspens en ce moment, mais il y en a quand même pas mal en ligne, en fait, moi, la technique, ce qu'on appelle les analyses strictement techniques au cinéma, je les fais pratiquement jamais. Ça m'intéresse pas. Et pour les mêmes raisons que toi, parce que je pense que ce que tu dis de la musique, on pourrait dire du cinéma. Moi, la virtuosité technique au cinéma, pour moi, elle n'a jamais été en soi un gage d'art et un gage d'intérêt. Il y a toute une critique de cinéma très très contemporaine d'ailleurs sur YouTube et ailleurs qui décompose les mouvements d'appareils et voire même l'outillage technologique qui a été au travail ou à l'œuvre dans tel ou tel film de Nolan ou tel gros blockbuster américain qui ont des moyens, ou film asiatique ou que sais-je, ou même français. Bon, moi je trouve que c'est très très vain, c'est vraiment raté totalement là où se trouve véritablement l'art dans le cinéma. Et l'art dans le cinéma, il n'a pas grand-chose à voir avec la virtuosité technique. Pas grand-chose à voir. D'ailleurs, regardez n'importe quelle pub, elle fait montre d'une virtuosité technique au moins égale à pas mal de films qui nous épatent dans les salles avec leurs grands moyens, leurs mouvements de grue, leur découpage totalement virtuose et leurs innovations technologiques dont vont se repaître tout un tas de youtubeurs, et moi j'en ai un peu rien à foutre. Ça peut être intéressant d'un certain point de vue, quand on voit par exemple que, par exemple dans telle scène, on a aimé telle scène, mais on a du mal à expliquer pourquoi, et on trouve qu'il y a un certain grain dans l'image ou une certaine configuration visuelle qui nous étonne, qui nous intéresse, qui nous requiert, qui nous émeut. Et là, peut-être qu'effectivement, on peut se dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est marrant parce que j'ai une impression de grand angle alors qu'en fait la caméra est proche ou je sais pas quoi. Et bah peut-être que là, on peut rentrer dans des considérations. Ah, il a utilisé un nouvel objectif qui s'appelle comme ça et qui a déjà utilisé machin dans son film précédent. Ok, ça peut venir comme complément pour l'exploration de nos propres émotions devant le film. Mais comme fin en soi, c'est complètement vain. Ou alors, moi, c'est ce que j'appelle faire finalement continuer le marketing du film. De la même façon que beaucoup maintenant d'éléments de marketing des grandes productions américaines ou autres tiennent à dire oh là là, il a coûté tant, il y a eu énormément d'innovations technologiques. Ouais, James Cameron a encore découvert une nouvelle caméra, il utilise ça. Ça fait partie des éléments marketing du film lui-même. Et donc nos youtubeurs, quand ils relaient ces éléments technologiques ou cette espèce de carte d'identité technologique ou de fiche technique du film, ne font que prolonger son marketing. Mais en aucun cas ne nous explique pourquoi tel ou tel moment d'Avatar, par exemple, pour prendre un film que j'adore pas, mais qui a des beaux moments, est très beau, est très émouvant, est très intense esthétiquement. Donc moi, en peinture comme en cinéma, j'ai jamais été très attiré par la considération de la virtuosité technique, même si, oui, je vois bien que moi qui suis très fan de Velázquez, il semblerait qu'il y ait quand même une virtuosité technique de Velázquez qui soit à l'origine d'un certain nombre d'effets que me font ces tableaux.
Et donc je suis Oui. assez toujours ouvert, moi qui suis pas un spécialiste de peinture du tout. Si tel ou tel critique d'art un peu pointu va m'expliquer qu'il avait une telle façon de gérer, je sais pas, sa palette ou ses couleurs sur sa palette ou que sais-je encore. Oui, c'est intéressant. Peut-être a fortiori d'ailleurs dans la peinture beaucoup plus que dans le cinéma où tout de suite l'épatage technologique a toujours à voir quand même avec l'épatage capitalistique comme si, hein. C'est quand même toujours, hein, regardez la thune qu'on a et regardez comment elle est à la pointe de tous les labos. Alors que bon, la virtuosité technique de Velázquez me paraît moins douteuse d'un point de vue politique. Très bien. Je vois qu'on est à plus d'une heure et demie d'interview. Je sais que pour certains et certaines qui m'en font le commentaire régulier, c'est long. Moi personnellement, je suis un peu frustré parce qu'il y a plus de choses que j'aurais aimé évoquer, notamment sur la morale, mais je sais que ça gonfle certains. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Avant ça, j'aurais une dernière question, mais avant ça, je voulais aussi remercier voilà publiquement Antoine Goya, puisque donc à l'époque de la sortie de Comme une mule, donc avant que je le lise, j'avais fait une réflexion pour faire le malin sur Twitter en réagissant à un article de Libé qui mentionnait le livre sur la question de la morale, et Antoine m'avait dit mais tu veux pas lire le livre au lieu d'ouvrir ta gueule, et donc je lui ai dit bah offre-le-moi, et il l'a fait, donc voilà le beau geste. Donc je Merci voulais remercier. Antoine. De nouveau, décidément, j'ai beaucoup de dettes vis-à-vis d'Antoine Goya. Il faudra qu'un jour, moi-même, je lui fasse des cadeaux, quoi. Ok, je savais pas qu'il y en avait d'autres. Mais donc voilà. Et du coup, pour terminer, je pensais que c'était quand même intéressant de te donner la parole sur Psychologie, qui est ton dernier livre. Voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet-là, de quoi il traite? Moi, je sais un peu et je vais probablement le lire, mais voilà, j'aurais aimé que tu nous en dises quelques mots. Ouais, bon, il n'y avait pas nécessité, mais je vais essayer de faire un lien avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Comme ça, tu vois, ça paraîtra pas un peu plaqué. D'abord, c'est un livre qui ressemble un peu, pour ceux qui connaissent mon livre précédent qui s'appelle Boniment, il est un peu facturé pareil. En fait, c'est des fragments, c'est des chapitres autonomes. Hmm. Bon, même si j'escompte bien qu'il y ait une grande unité dans tout ça et que même l'ordre d'apparition des fragments soit important. Mais on peut lire ça dans le désordre si on veut. Et en gros, bah, je fais des espèces de petites analyses, micro-analyses, même si parfois elles prennent 10 ou 12 pages, de situations sociales, où j'essaie de développer ce que j'appellerais une analyse psychosociale, quoi. C'est-à-dire qui essaie d'intriquer les deux, quoi. Euh, oui, j'aime bien essayer d'étudier les comportements. Il y a des comportements dans une situation donnée. Des gens se comportent de telle ou telle façon. Ça peut être une situation que je vois à la télé, ça peut être une situation que je vis, ça peut être une situation que j'observe. Mais c'est des situations. Des situations qu'en général, il y en a quelques-unes que j'ai fictionnées, mais globalement, c'est quand même des choses réelles, quoi. Enfin, en tout cas, que j'ai vécues ou observées. Et bah, dans cette situation qui souvent implique deux personnes au moins, bah, les gens ont un certain comportement. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, en bon spinoziste du dimanche, c'est qu'est-ce qui agit les gens? Qu'est-ce qui font qu'ils se comportent de cette façon-là? Et donc, ce qui me paraît la question psychologique de base, d'ailleurs, hein. Je veux dire, pour moi, Spinoza est un grand psychologue avant toute chose. C'est-à-dire que comment ça marche un individu, quoi? Et ça passe par la psyché, mais ça passe aussi par le corps, et sachant que chez Spinoza, tout ça est absolument imbriqué. Hmm. La psyché, c'est le corps, c'est la psyché. Bon. Et bon, bah donc moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui fait agir telle personne dans cette situation-là, de cette façon-là? Et là, bah, évidemment, on peut convoquer tout un tas d'hypothèses analytiques, parmi lesquelles des hypothèses sociales. Évidemment, ce qu'on appelle classiquement social, c'est-à-dire que ce qui agit cette personne à ce moment-là, c'est aussi le contexte social dans lequel elle évolue, la classe sociale à laquelle elle appartient, le champ dans lequel elle évolue, dans lequel elle s'active ou elle travaille, etc. C'est ça que j'appelle la psychosociologie, ou en tout cas des analyses psychosociales. Et bon, j'essaie de le faire de façon ludique et j'espère humoristique, mais voilà, c'est cette question au travail. Alors pour raccorder avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, souvent, et notamment avec mes propres comportements, par rapport auxquels j'essaie toujours d'être aussi cruel que possible, c'est-à-dire aussi cru, et c'est-à-dire aussi juste, euh, je pars souvent de comportements qui ont l'air de comportements moraux, et qui le sont, de fait. Je prendrai un exemple très simple. Il y a un fragment qui est consacré, qui part d'un truc qui m'arrive de faire dans le métro, parce que tous les gens qui vivent à Paris, ça peut leur arriver. Il arrive assez souvent, dans le métro, il y a beaucoup de marches, pour ceux qui n'habiteraient pas à Paris. Et il arrive assez souvent qu'une femme qui a une poussette se retrouve au bas des marches en plan parce que bah, elle peut pas monter toute seule la poussette, quoi. Donc je pense qu'il arrive souvent à beaucoup d'hommes, parfois des femmes aussi,
je pense, d'aider cette femme, s'il se trouve passer par là, bah, donc du coup on monte la poussette avec elle, quoi. Je le fais. C'est un geste altruiste, c'est un geste de vertu élémentaire, bon je dirais de civisme, on va appeler ça de civisme. Geste moral, je veux dire, le geste immoral à ce moment-là aurait été de passer à côté d'elle sans avoir aucune considération de la détresse relative dans laquelle elle se trouvait. L'immoralité d'ailleurs, ou l'égoïsme a souvent à voir d'ailleurs avec une espèce d'aveuglement ou d'incapacité ne serait-ce qu'à percevoir la situation de l'autre. Donc moi, au moins ce jour-là, moi j'ai quand même déjà perçu que cette femme était là, qu'elle existait et qu'elle était dans cette situation-là. Et plutôt que de dire ouais, bah, rien à branler et qu'à se démerder, je lui suis venu en aide comme feraient pas mal de gens à ma place. Bon, geste de petite morale, etc. Mais si je décompose ce geste, et sans du tout, disons, effacer son caractère d'altruisme simple, d'altruisme quotidien, d'altruisme comment dire, de bon sens, si je creuse un peu ce qui m'anime à ce moment-là, je me dis, mais tiens, comment ça se fait que ce jour-là, je l'ai aidé, alors que peut-être un autre jour, je ne l'aurais pas aidé. Et là, j'en reviens, mais ça, je le dis dans un autre fragment, à citer un moraliste que j'aime beaucoup, qui est mort récemment, qui s'appelle Ruwen Ogien, que je recommande à quelqu'un qui s'intéresserait à la philosophie morale, et qui a parlé de la fameuse odeur des croissants chauds. L'odeur des croissants chauds, c'est quoi? C'est que tu passes près d'une boulangerie, et l'odeur qui parfois émane d'une boulangerie te met de bonne humeur, parce que c'est une bonne odeur, aussi trafiquée soit-elle. Et elle te met dans une bonne disposition. Et si 10 mètres plus tard, tu tombes sur un mendiant comme il y en a 100 000 à Paris, bah, peut-être que cette odeur de croissant t'aura mis dans une telle bonne humeur que dans l'élan même de ta bonne humeur, ce jour-là, tu lui donneras une pièce, là où peut-être la veille, te racontant à toi-même que t'as pas le temps, ou que t'es pas d'humeur, tu vas pas donner une pièce qui est pas non plus un crime, quoi. Bon. Et ben là, je veux dire, a opéré probablement dans le fait que ce jour-là, j'ai aidé cette femme, le fait que j'étais bien disposé. Et si j'étais bien disposé, c'est parce qu'il m'était arrivé quelque chose dans le métro juste avant. Et donc je raconte aussi la scène qui m'était arrivée dans le métro juste avant. Donc je commence à disséquer, si tu veux. Et donc, encore une fois, ça n'efface pas mon altruisme. Je suis pas en train de me flageller et me dire « Ah, je ne suis qu'une brute ». Ça le relativise, ça le remet dans un corps, quoi. Ça le remet dans un système affectif plus complexe. Et j'ajoute en finale qu'il se trouve que cette femme est voilée. Et que je pense qu'a joué dans ma diligence, le fait que je me sois précipité pratiquement à son secours, sachant qu'il y a toujours aussi un vrai plaisir à faire le bien. Et donc il y a toujours quelque chose d'intéressé dans la vertu, au sens où ça nous fait plaisir d'être bon, parce que ça nous met quand même en scène dans le beau rôle. Bon. Bien sûr. En plus, ça mange pas de pain. Je veux dire, globalement, j'ai perdu 14 secondes, et je me suis vaguement esquinté le dos à soulever une poussette. Ça va, quoi. Je veux dire, disons, la balance entre le bénéfice d'autosatisfaction qu'on en retire et le désagrément que ça nous a coûté est très favorable à l'autosatisfaction. Bref. Mais il y a aussi le fait qu'elle est voilée. Et en fait, ça, je pense, intensifier ma précipitation à l'aider. Pourquoi ? Parce que j'adore les femmes voilées plus que les autres? Non, évidemment pas. Mais nous sommes dans un contexte socio-politique dans lequel les femmes voilées sont quand même particulièrement incriminées, particulièrement parfois insultées. D'ailleurs, beaucoup témoignent du fait qu'elles sont quand même souvent insultées quand elles se baladent dans la rue, mais aussi, on sait bien, médiatiquement mises en cause, stigmatisées. Enfin bon, je refais pas le tableau, hein, il est suffisamment hégémonique. Et donc je pense qu'il y a eu dans mon élan vers elle une sorte de, comme ça, de geste, un peu de manifestation. J'avais envie de me manifester à elle comme disant « Regardez comme moi, franchement, que vous soyez voilée, ça me pose aucun problème, quoi. Ça me pose tellement pas de problème que je vous viens en aide, quoi. » J'avais envie de manifester le fait que je ne faisais pas partie du grand courant islamophobe en cours, avec cette espèce de zèle qu'on trouve parfois chez les antiracistes. Tu sais, une espèce de discrimination positive un peu zélée. C'est-à-dire que je vais me comporter particulièrement bien avec un noir ou avec enfin, racisé ou une racisée en général. Bon, encore une fois, tout ça fait pas de moi un crétin et un imbécile. Même à la rigueur, je pense que ça me maintient du côté sympa de l'humanité. Mais encore une fois, plutôt que de m'en tenir à un truc à m'en tenir, et donc tu vois, la boucle sera bouclée de notre dialogue d'aujourd'hui, à m'en tenir à la surface morale des choses, mon texte, il fait 2 lignes. Mon texte, il fait 2 lignes. Ce jour-là, grand prince, une femme était en détresse, je l'ai secourue et j'ai passé mon chemin. En acceptant son merci avec une modestie qui n'appartient qu'à moi. 2 lignes. Au lieu de quoi,
puisque j'ai disséqué, j'ai découvert un composite affectif plus complexe, et qui fait que le texte, il fait en fait 10 pages. Hmm. Et c'est là que la boucle est bouclée, parce que c'est ça aussi le problème des gens qui s'en tiennent à la surface morale des choses, et qui sont exclusivement requis par des réflexes moraux. C'est qu'ils vont pas très très loin dans la pensée quand même, hein. Hmm. Ils en restent au stade dessin animé de l'humanité, quoi. C'est-à-dire, bon, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les vertus, il y a les vices. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Fin de l'histoire. Et oui, je crois quand même qu'être moralocentrique n'est pas très fécond en matière de pensée. Voilà. C'est peut-être aussi ça qui me déplaît chez les moralocentriques. Très bien. Ce sera le mot de la fin, à moins que Gladius ait quelque chose à ajouter. Tu peux refaire l'accent, s'il te plaît, du Sud? Écoute, déjà, je pense que je me suis mis à dos à peu près la moitié de la France, donc non, s'il te plaît, n'aggrave pas mon cas. Allez, je te donne le pass pour aujourd'hui. Non. Je crois qu'il y a une gêne occasionnée, à un moment je chante du Cabrel avec l'accent. Voilà, je t'y renvoie et tu verras ma virtuosité en matière d'accent. Très bien. Mais merci François Bégodeau, c'était très intéressant. On a ouvert beaucoup de portes, certaines où j'aurais aimé qu'on s'engouffre plus, mais la contrainte temporelle fait que. Donc voilà, merci Et en beaucoup. même temps, si tu veux faire un volet 2, moi je suis dispo, hein. C'est comme Avec tu veux. plaisir. On organisera ça, mais donc à bientôt. À bientôt. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.